Eh bien salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast qui n'a pas de nom et qui vous propose de faire un top des comics. Donc pour l'instant on va l'appeler le top des comics. Alors comme d'habitude on va retrouver une bande de joyeux drills qui vont essayer de classer les comics que vous allez nous proposer et de les insérer dans un top qui se constitue au fur et à mesure des épisodes. On a déjà classé 45 comics. La seule règle c'est qu'on va travailler uniquement avec des comics mainstream, donc du Marvel ou du DC, et qu'en fait on vous demande de nous envoyer vos listes. Donc vous trouvez Rétrophile notamment sur les réseaux sociaux, vous lui envoyez une liste qui va comporter 3 titres Marvel ou DC, et puis avec un titre, voilà, c'est un peu rigolo pour votre liste. Des propriétaires de mauvaise foi vont tenter de classer ces titres parmi la liste qui est déjà établie. Et les propriétaires de mauvaise foi de ce soir sont, comme d'habitude, monsieur Rétrophile. Toujours vivant, rassurez-vous. Monsieur Yanda. Toujours fidèle au poste, bonsoir tout le monde. Et on a un fidèle invité qui est là uniquement pour cet épisode. L'invité de ce soir qui va venir bouleverser un peu le top, c'est monsieur Chris de la chaîne Comics Raise. Salut. Il est très content d'être avec nous ce soir. On va faire un petit récap du top. Il y a 45 titres, donc ça va être un peu long. Pour l'instant, le numéro 1 de ce top, c'est la série The Ultimate de Mark Millar et Brian Hitch. Le numéro 2, c'est Batman Silence. Le numéro 3, Daredevil Born Again. Numéro 4, Crisis on Infinite Earths. Numéro 5, Batman 1 et 1. Numéro 6, Kingdom Come. Numéro 7, Batman The Dark Knight Returns. Numéro 8, Batman Killing Joke. Numéro 9, Spider-Man, la mort de Gwen Stacy. Numéro 10, Earth X. La liste est complète dans la description du podcast, on va pas les faire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à la toute fin du classement, 40e place, on a Captain Britain, la fin du monde. 41e place, le mariage de Deadpool. 42e place, le mariage des X-Men avec le mariage de Northstar. 43e place, la saga du mariage de Tornade et de la Panthère Noire. 44e place, Batman, c'est quoi le malheur qui s'abattit sur Gotham? La malédiction qui s'abattit sur Gotham, ouais. Voilà. La malédiction. Je travaille à partir de notes de Rétrophile, donc c'est pas très clair. Oui. Et le dernier de ce classement, c'est la saga Secret Wars de Marvel, sortie en 2015. On va donc faire rentrer dans ce top un nouveau titre à partir de vos listes. Phil, quelle est donc la première liste de l'émission d'aujourd'hui? On va faire comme la dernière fois, une liste DC, une liste Marvel, et on commence avec comicsaddict@Polianelli qui nous a envoyé une liste qui s'appelle New 52 Power. Et le premier titre, bon, c'est Aquaman, on en a déjà parlé. Deuxième titre, Justice League de Geoff Jones et Jim Lee. C'est moi qui ouvre. Bon, Yanda, c'est ta soirée? Allez. Bah oui, là, on n'a pas le choix. Très, très bon, très efficace dans ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire un titre introduction. Justice League étant la série centrale des New 52, c'est le premier titre à être sorti au lancement des New 52, le Justice League numéro 1. Et ce premier arc voit la constitution de l'équipe, comment ces 5 héros vont devoir se rassembler pour lutter contre quoi, ou 7, oui, puisqu'on retrouve Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Flash, Cyborg et Aquaman. 7, yes. Donc Geoff Jones au scénario, Jim Lee au dessin. Du lourd. Très classique au niveau du scénario, il n'y a rien d'extraordinaire. On est vraiment dans une histoire lambda, une grosse menace arrive et donc il faut que des différents héros s'unissent pour y faire face. Mais je trouve qu'il y a des situations qui sont intéressantes et bien amenées, notamment la rencontre entre Batman et Green Lantern qui ouvre ce tome, plutôt sympa, et puis qui ensuite va enchaîner avec Superman, ensuite Flash, etc. Les relations sont plutôt sympas et plutôt bien travaillées, même si ça va vite. On est vraiment sur un truc hyper blockbuster qui va en fin de compte perdurer tout au long de la série, puisque s'il y a vraiment une série blockbuster dans les New 52, c'est la série Justice League. Mais ça s'assume en tant que tel et pour moi ça passe très bien. Si je devais le classer au niveau de notre classement, je mettrais ça. Alors si on se centre sur vraiment le tome 1 aux origines, je dirais en 12, juste après Batman Un deuil dans la famille, pour moi. Non, ouais. Le problème, c'est qu'Yanda a tout dit. Donc, faut qu'il arrête de parler. Je suis assez d'accord. En fait, ce que je dirais, c'est qu'en gros, le but de New 52, c'est quand même de servir de porte d'entrée, on va dire. Et pour le coup, cette série-là remplit totalement la mission, puisque c'est une super porte d'entrée à Justice League,
à l'univers DC et à tous les super-héros qui constituent la Justice League, parce que à travers cette série-là, tu découvres tous les personnages un petit peu, donc ça c'est un gros point. Après, si je devais le classer, je le mettrais pas si haut que ça, parce que d'un point de vue purement historique ou marquant, ça reste du relunch et il n'y a pas forcément, un gros point historique sur cette série-là. Moi, j'aurais plus vu ça, je vais être méchant, mais par exemple, quand je regarde le top, on a Superman Red Son qui se retrouve 24ème. D'un point de vue historique, marquant et en termes d'importance, je vois plus ça déjà dans ces places-là, aux alentours des places peut-être 25, 26, j'en sais rien, tu vois. Mais pour moi, c'est pas un récit majeur. C'est-à-dire que c'est une très bonne histoire qui remplit bien son rôle, mais c'est pas un récit majeur. Qui a invité ce monsieur? On manquait de guests, on avait trouvé personne d'autre. D'accord. Bah, il remplit bien son rôle, oui, mais en même temps, il fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire, comme l'a dit Yanda, c'est un blockbuster, ça va à toute vitesse, c'est très bien dessiné, il y a de l'humour. Bon, Batman est un petit peu ridiculisé dans les premiers épisodes, mais sinon, non, je le trouve quand même très efficace et on n'a pas vu une aussi bonne GLA depuis peut-être la fin des années 90. Ouais, c'est hyper beau, ça va à 100 à l'heure, ça introduit hyper bien les personnages. Les New 52, pour ceux qui sont pas hyper à l'aise avec les comics, c'est quand même le moment où DC dit on va remettre tout notre catalogue à zéro, on va faire des histoires pour les gens qui n'ont jamais lu de comics pour qu'ils puissent s'y mettre. Et là, on se retrouve avec une histoire qui se lit facilement, qui est en 6 épisodes, qui est hyper dynamique, qui est drôle, il y a une menace, c'est un blockbuster. Enfin, tous les blockbusters et les films de l'été sont comme ça, hein. Il y a des gentils, il y a un méchant, et ils vont taper le méchant. Après, c'est pas aussi bête que ça en a l'air, puisque le méchant principal va quand même servir de toile de fond à de nombreux événements dans la saga des New 52 et dans les différentes aventures de la Justice League. Donc ce truc est en plus un peu moins bête qu'il y paraît. Moi j'ai aussi beaucoup aimé cet épisode et beaucoup plus que la suite de cette série et elle a l'air cette saga a l'air d'autant plus intéressante que le reste de la Justice League suit pas ce niveau de qualité et de fun direct à mon avis. Du coup je serais dans les mêmes eaux en fait. Je serais en 12, 13e dans ces eaux-là, 14e avant Aquaman quoi. Après un long Halloween, parce que effectivement, comme le dit Chris, le caractère historique de la série est pas là. Mais ça reste une série fun qu'on peut passer, faire lire à des gens qui connaissent pas, et puis qu'on aura plaisir nous à relire. Mais complètement. C'est même clairement à donner à des gens qui connaissent pas. D'ailleurs, c'était pour les 48 heures de la BD, je crois, non, il me semble, cette année, où c'était le tome à 1€ qui était proposé par Urban, et c'est un super choix parce que c'est exactement ça qu'il faut pour rentrer dans l'univers des comics en fait. C'est vrai. Moi, comme je préfère quand même Injustice à Justice League, en tout cas le tome 1, je l'aurais mis sous Injustice ou sous le Punisher, peut-être en 18ème position. Donc il va peut-être falloir qu'on fasse une moyenne de tout ça. Alors je me rapproche de Matt pour céder effectivement à l'argument de Chris et Matt sur l'aspect historique et l'importance historique du récit. Effectivement, des récits comme Un long Halloween sont quand même plus marquants que Justice League aux origines. Donc je rejoins, allez, 14e, ça me va. 14e, moi aussi, ça me va. On a fait plier le spécialiste DC. à demi. Donc on se retrouve avec ce Justice League New 52 classé entre Batman Un long Halloween 13e position et Aquaman New 52 15e position. Vous l'aurez compris, Justice League New 52 est donc 14e de notre top, 14e sur 46, c'est pas mal. Il nous reste un titre dans cette liste, mon petit Phil. Oui, la liste qui s'appelle New 52 Power, donc on reste dans les New 52 avec Flash de Manapool et Buccellatoh. Yeah. Je l'ai bien dit, ça va ? Très bien. Alors, je vais commencer, je vais dire du mal. C'est un titre que j'ai envie d'aimer et c'est un titre dont j'entends que du bien. Parce que graphiquement il se passe plein de choses, parce que c'est hyper intelligent, parce que y a plein de c'est retour à l'âge d'or du personnage et tout machin, et c'est un titre avec lequel ça marche pas. J'ai essayé de le lire, je l'avais en numérique, donc j'ai essayé de le lire 2 fois en numérique, ça prenait pas. Je me suis dit que c'était parce que graphiquement ça méritait de l'avoir en bouquin, donc je l'ai eu en bouquin. Ça marche pas, je sais pas. Il y a quelque chose avec ce titre, je n'y arrive pas. C'est peut-être formidable, mais il y a un défaut. Et je ne mets pas le doigt dessus, c'est juste la magie n'opère pas. Du coup, je vais être obligé de mal le classer quand on va arriver au moment du classement de... Donc je vous laisse le placer dans le top et je le ferai descendre en fait. Ça va être mon petit plaisir de la soirée. Ah, si tu vas le descendre, il faut que je le mette haut alors.
En fait, alors Flash, New 52, la série New 52, alors surtout si en plus on part sur uniquement le tome 1, dont le titre est De l'avant si je ne m'abuse, c'est du 50-50. C'est-à-dire que, pour commencer par l'aspect positif, graphiquement c'est juste de la bombe. Parce que voilà, Manapool et Buccellato, puisque les deux étant scénario et couleur dessin, font un travail absolument dingue sur la construction des pages, sur comment dire, la palette de couleurs utilisée, la façon dont la vitesse de flash est retranscrite, etc. Ça, c'est absolument fabuleux. Et c'est l'immense point positif de cette série, et sur l'aspect graphique sans aucun doute. Après, il n'y a rien de plus subjectif que les dessins, donc à partir du moment où tu n'accroches pas sur les dessins, ça devient beaucoup plus compliqué. J'accroche sur les dessins et je trouve cette histoire de mettre la vie... Enfin, par exemple, pour montrer qu'il va hyper vite, on te fait un plan de foule et on te met plein de mini-cases sur des points de détail que tu n'aurais pas vu si le dessinateur n'avait pas mis des points de détail dessus. Et en fait, pour te montrer que Flash arrive à s'arrêter sur tous ces détails-là parce qu'il va hyper vite. Et de ce point de vue-là, je trouve ça mortel. Mais une belle image ne fera pas un grand livre. Mais après, voilà, je suis au punchline. Après, je suis d'accord parce que l'histoire est quand même très 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 light. Et là, pour le coup, on parlait juste avant de Justice League qui remplit complètement son contrat de titre New 52, à savoir être une super porte d'entrée pour les lecteurs. Le tome 1 de Flash va mettre plus l'accent sur le vilain du titre que sur Barry Allen lui-même. Et pour quelqu'un qui a jamais lu de comics Flash, ben Barry Allen c'est un peu une pipe, quoi. Et du coup c'est dommage parce que c'est un personnage hyper intéressant, il y a énormément de choses à faire. Et du coup ouais, je trouve qu'au niveau du scénario c'est un peu plus cheapos, et on a quelque chose de beaucoup plus moyen. Et pour le coup, c'est dommage, parce que ça ne suit pas le niveau graphique. Quand j'ai lu le tome 1 de Flash, arrivé à la fin du tome 1, j'étais presque un peu déçu, parce que je me suis dit, punaise, faire des pages aussi belles pour raconter une histoire aussi plate, c'est quand même un peu dommage. Je suis assez dur, mais en exagérant vraiment à peine, c'est un peu ce que j'ai pensé. Alors heureusement, ça s'améliore par la suite. Malheureusement, on est là que pour juger du tome 1. Donc en tout état de cause, on va être dans un... Alors pas un bon ventre mou, parce que vu que tu veux le faire descendre après Matt, donc une entrée de ventre mou. Tu veux connaître mon avis, moi? Ah ben oui. Ouais, non, je suis assez d'accord. En fait, cette série-là, sur les premiers tomes, l'intérêt à 80%, ça vient de l'aspect graphique et du trait de Manapool et de la façon dont il utilise Flash et ses pouvoirs, et des pages de présentation à chaque fois, des pages titres qui sont toujours énormes, et ça, j'adore vraiment. Après, d'un point de vue scénaristique, c'est beaucoup moins abordable que Justice League, pour le coup, effectivement. Et c'est par exemple beaucoup moins prenant que Batman, ou même beaucoup moins réussi qu'Aquaman, d'après moi, sur les séries New 52. C'est une très belle série, mais son intérêt est quand même assez limité en tant que lecture. Si on devait convertir le scénario juste en format texte et le lire, on serait pas passionné, quoi. Si je devais le placer... je serais... on est après Injustice, on est après Swamp Thing, Animal Man, on est après Red Son, on est après Batwoman, Green Arrow. Ouais, on est dans le Green Arrow Identité Secrète, donc on est entre 29-30, juste avant Green Arrow, entre Green Arrow et Batwoman Elegy, à la 29e place, pour moi. Moi, ça peut m'aller dans le sens où je dis pas que c'est une mauvaise lecture, juste que c'est quelque chose qui me parle pas. Et donc, moi je l'aurais descendu dans le top, pas parce que c'est pas bien, juste parce que j'y trouve pas mon compte, et que du coup, bah, c'est mécanique, quoi. Il devient moins bien que plein de choses. Donc, oui, 29-30, ça peut être une bonne position. Je préfère Green Arrow personnellement, mais voilà, pourquoi pas. Ouais, moi je l'aurais peut-être mis un tout petit peu plus haut, mais on va dire que ouais, ça convient. C'est une série moyenne, quoi. C'est une série que tu lis qui est appréciable, mais à part pour quelques points très positifs comme le dessin, tu te souviendras pas forcément de la série après, quoi. C'est presque un faux départ, ce qui est assez dommage pour Flash, en fait. Oh, 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 oh. LOL. Bravo.
Ce qui est incroyable sur Flash, c'est que c'est un personnage qui a l'air essentiel de l'univers Marvel, et là je parle sous le contrôle De l'univers d'ici même. oui. C'est un personnage qui est essentiel pour l'univers DC, et je parle sous le contrôle de Mister Yonda, et puisque c'est par lui que les crises arrivent, que les grands événements arrivent, et j'ai rarement été confronté à des grandes histoires de Flash. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a un énorme potentiel, mais les scénaristes ont l'air un peu emmerdés finalement avec le personnage, à en faire quelque chose d'intéressant. Il y a de très très grandes histoires avec Flash, notamment le retour de Barry Allen parmi les vivants, Flash Rebirth, qui est absolument génial. Mais il y a des trucs intéressants dans la série New 52, même si en majorité, les très bonnes choses chez Flash, tu les trouveras avant les New 52, je pense. Eh bien, merci comicsaddict @Polianelli. On enchaîne avec une liste Marvel. Donc c'est une liste de Léo Bisson qui s'appelle Classement Marvel Now. Aïe. Marvel Now, on en a parlé un peu pendant l'épisode 0, on a été très 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 sévère avec, je pense que voilà, ça va envoyer du pâté là. Je tiens à m'excuser à tous mes amis de Panini, je vais devoir encore dire du mal. Et on va commencer avec Original Sin de Jason Aaron et Mike Deodato. Oh, je suis fatigué. Original Sin, c'est triste parce que c'est... alors, on peut faire un petit résumé sans spoiler les gens. Tout à fait. Donc en gros, attends, du coup faut que j'arrive à faire un résumé parce que j'ai rien préparé de résumé. En gros chaque... ouais voilà. En gros on va découvrir que le gardien est mort. Voilà, c'est ça. On peut commencer par ça. Est-ce que tu veux faire le résumé, Matt? Je peux faire le résumé. Je sens que tu as fait ton résumé dans ta tête, tu vois, pas moi. Du coup, alors... Pas moi. Moi j'allais dire, ouais, il y a des secrets, voilà. Original Sin, on va découvrir que le gardien est mort. Alors les gardiens dans l'univers Marvel, c'est des créatures qui surveillent en fait l'évolution du monde et qui en particulier viennent assister aux crises et aux événements importants qui se déroulent sur Terre. Voilà. Donc notamment quand Galactus arrive, les gardiens sont là pour voir ce genre de choses par exemple. Et donc le gardien qui surveillait la Terre est retrouvé mort et il a perdu un œil ou les deux yeux parce que dans ses yeux sont enregistrés les secrets du monde et visiblement quelqu'un a voulu faire disparaître un secret qui a été vu par le gardien et donc le fait de faire disparaître le secret, c'est un peu con, va lancer l'enquête sur la mort du gardien et donc va faire émerger ce secret quoi. Très bien. Mais Chris n'en reprendra pas. Si on lui donne pas une carotte. Si, je reprends. Non, mais il faut mettre de la YouTube monnaie si vous voulez entendre Chris parler. Ouais, et il faudrait m'envoyer un tip si tu plais par Hangout. Donc non, ouais, en fait ce qui est dommage avec ça c'est que tu vois le pitch de base est super bien, mais c'est un peu souvent le cas d'ailleurs hein, chez Marvel dans les gros événements et les choses comme ça. L'idée de base elle est top et moi ça m'avait vraiment emballé, c'est-à-dire que je me suis dit ah ouais le gardien assassine, déjà c'est mine de rien tu tues un personnage qui est assez marquant, tu le vois depuis les premiers Fantastic Four dans les années 60 et tout, donc c'est enfin même si c'est des personnages interchangeables parce que t'en mets un autre ils ont tous la même tête donc tu le sauras pas, mais je trouvais voilà que c'était un bon pitch de base et une bonne idée et que c'était ça m'avait intrigué, tu vois, ça m'avait intéressé. Donc j'avais repris d'ailleurs, parce que je lâche Marvel régulièrement, parce que les gros événements, etc. me cassent un peu les couilles. On a le droit de dire couilles dans cette émission? Trop tard. Et du coup, j'ai repris la lecture, entre autres, avec ça. Et ce qui est dommage, c'est que plus t'avances, plus t'es déçu. C'est-à-dire que l'idée de base est très bonne, et plus t'avances, plus ça part complètement en couilles, x2. Et du coup voilà c'est une histoire qui est décevante parce qu'elle a un super pitch de base, elle pourrait partir sur quelque chose de super intéressant, mais comme souvent chez Marvel faut quand même revenir au statu quo tu vois final, et il faut pas non plus trop bouleverser le truc, donc même si là ils se permettent de bouleverser quelques éléments, il faut quand même que tout ça reprenne à peu près forme à la fin et te permette de faire un énième relaunch, un énième reboot, et donc du coup voilà ils vont jamais vraiment jusqu'au bout des intrigues. Et Original Sin c'est un très bon exemple, une super idée de base mais qui va pas jusqu'au bout de l'intrigue parce que tu peux pas faire tout ce que tu veux, faut maintenir la cohésion Marvel on va dire. Et l'autre souci c'est que ça sert à faire rentrer de façon un peu arbitraire des nouveaux éléments, à justifier des modifications qu'on a fait qui sont purement esthétiques en fait, qui sont pour faire coller l'univers de la BD à l'univers du cinéma, et on se sert d'événements comme celui-là un peu de façon artificielle pour justifier ce genre de truc. Et je prépare mon déménagement, anecdote, et donc je suis en train de ranger ma collection dans des petits cartons. J'ai découvert que j'avais le Deluxe de Original Sin. Donc c'est vous dire à quel point quand j'ai lu et acheté ce récit, ça m'a marqué, puisque j'avais oublié ce récit. Alors moi j'ai une anecdote, mais il faut pas que je le dise trop fort parce qu'il y a ma femme qui est pas loin. Je l'ai lu
en mensuel ce truc et j'ai pas du tout aimé. Et pour la fête des pères, elle m'a pris ce bouquin. Elle m'a dit, j'ai vu que tu l'avais pas dans ta collection. Tu sais, avec un grand sourire. J'ai fait, ah merci, c'est gentil. Et en fait, c'est parce que j'avais pas aimé à la base. Et ben, je l'ai relu, mais sans devoir attendre, tu sais, un mois en te disant, waouh, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, ça passe mieux en fait. Parce que t'as moins d'attente, t'es moins déçu, on va dire. Quand tu lis un bouquin, que ça se finit un petit peu par un coup de théâtre et que t'as hâte de lire la suite et que t'es déçu, ça passe beaucoup moins bien. Alors que là, quand tu enchaînes tous les épisodes de la suite, ça n'empêche pas que la conclusion soit minable, ça n'empêche pas que c'est une enquête policière où les équipes qui se forment, on comprend absolument pas pourquoi ils sont ensemble, tous ces gens-là. Les équipes, je crois qu'il y a la Panthère Noire qui se met avec Emma Frost, enfin ça n'a aucun sens, un truc qui arriverait jamais dans aucun autre mensuel. Mais ça passe un peu mieux. Ceci dit, je vais pas le mettre très haut dans le classement, je vous avouerai que c'est pas non plus une référence. Voilà, on peut parler fort maintenant. On n'attend pas la vie de Yanda, hein, les gars, on classe. Hein. Ouais, vous pouvez classer là. Allez-y. Pour moi, c'est dans le bas, hein, c'est dans les 10 derniers, quoi, tu vois. C'est peut-être, je sais pas, entre. Est-ce que, par exemple, est-ce que j'ai préféré Harley Quinn New 52 à ça, tu vois? Je sais pas trop. C'est pas du tout le même genre, mais du coup, en fait, c'est décevant parce que l'idée de base est cool, mais t'es déçu. Donc du coup, t'es doublement déçu parce que tu pensais qu'il ferait peut-être autre chose. Je mettrais ça. Earth 2, vous avez été très, très dur avec Earth 2. Non quand même. J'étais seul, hein. Ah ouais, c'est ça, parce que quand même, c'est très très violent là. Earth 2 est quand même en dessous de Gwenpool, tu vois, donc pour te donner déjà une idée du truc. Ouais. Je dirais que allez, ça va en dessous ça va au-dessus de All New Wolverine. Entre Hulk la fin et All New Wolverine, en gros c'est du bouche-trou quoi. Enfin je sais pas, tu peux le mettre n'importe où sur les 10 derniers quoi. Moi, je l'aurais mis juste avant le mariage de Deadpool, mais bon. Ouais, je l'aurais mis aussi, dans ces eaux-là. Ça m'ennuie de l'avoir après Captain Britain, donc je l'aurais mis 42e entre All New Wolverine et Captain Britain. Ouais, bah on fait une moyenne, on y est quoi. On y est. 42e? Merci. C'est hyper ennuyeux de devoir dire du mal de Marvel aujourd'hui parce que, enfin moi je suis un lecteur Marvel historiquement quoi, et c'est un univers auquel je peux être vraiment attaché quoi. Et c'est vraiment pas un plaisir de mettre autant de séries Marvel en fin de classement en fait. Il y a un vrai problème avec la gestion de ce catalogue et la gestion de cet univers aujourd'hui quoi. On peut pas aller d'événement en événement uniquement pour coller aux recettes de cinéma et en même temps perdre les anciens lecteurs comme moi et ne pas convertir des nouveaux lecteurs qui de toute façon ont pas 30 balles à foutre dans des Marvel de luxe pour lire des sagas quoi. Mais j'ai l'impression que Bendis et Hickman, ils ont quand même fait du mal à Marvel. C'est incroyable quoi. Tu peux plus lire les Vengeurs aujourd'hui, c'est impossible. Bah déjà ça n'existe plus, parce qu'ils ont appelé ça les Avengers maintenant, c'est scandaleux. On vient d'une époque où Wolverine s'appelait Serval, hein. Il faut quand même appeler les choses par leur nom. On est en France monsieur. Mais enfin quoi. What the fuck. Bon, on enchaîne avec un deuxième titre. Toujours dans la liste de Léo Bisson, l'arc de Thor de Jason Aaron et Esad Ribic, l'arc de 2012, que je n'ai pas lu, ou alors j'ai dû lire le premier épisode et ça m'avait pas plu. Est-ce que c'est les épisodes où il y a un mélange du vieux Thor, du récent Thor? Oui. Ouais, alors ouais. Exactement. Et ben j'ai pas du tout aimé, donc je suis pas allé jusqu'au bout. Et ben c'est pas mal, en fait. Parce que cette narration est assez intéressante sur les conséquences en fait. On a à la fois un jeune guerrier qui n'est pas encore le dieu de la foudre parce qu'il n'a pas Mjolnir, on a le Thor actuel et on a le Thor du futur qui est appelé à devenir le nouveau patriarche du panthéon asgardien et il va devoir du coup affronter une menace au fil du temps et en fait ce qui va faire à cet ennemi quand il est jeune a des conséquences sur la façon dont se comporte l'ennemi quand il est adulte et sur la façon dont va se comporter l'ennemi quand il est vieux. Et ça, c'est hyper intéressant. Et en plus, le titre est hyper beau. Donc de ce point de vue-là, ça partait vraiment bien. Et après, au-delà de ça, eh ben, on a Thor qui se bagarre contre un méchant. Et figurez-vous qu'à la fin, il s'en sort. Ah. Et ben c'est tout. Voilà, c'est une histoire qui est racontée différemment, qui est hyper belle, mais qui raconte une histoire de Thor, comme d'habitude, où il va se bagarrer avec un méchant. Et du coup, c'est bien, ça part hyper bien. Le tome 1 est vraiment bien, vraiment intéressant. Moi, j'étais content de lire ça. Et le tome 2, on a une conclusion qui est
peut-être un peu décevante et qui fait qu'au fur et à mesure des pages du deuxième tome, ce cycle de Thor recule dans notre top pour atteindre le fameux ventre mou dont on parlait tout à l'heure. Et je vais vous laisser parler de tout ça avant de vous infliger ma note en fait. Moi, j'avais pas aimé la narration, tu vois, le fait de mélanger tous ces Thor, j'avais pas du tout accroché. Et tu dis que les dessins sont magnifiques, mais je trouve que Ribic, il était vraiment en dessous de ce qu'il faisait d'habitude. J'avais l'impression qu'on était perpétuellement dans la brume. Enfin, c'était pas clair. C'est l'époque où tu as changé de lunettes, non? Ouais, non, je suis d'accord avec Matt. Matt a tout dit en fait. J'aime bien Jason Aaron en général et tu vois, l'histoire est simple. Enfin, la narration est sympa sans pour autant donner une histoire originale. Et effectivement, c'est joli visuellement quoi. Après, ça fait partie malgré tout des sagas relativement interchangeables que tu oublieras un jour. Enfin, tu vois, tu t'en souviendras pas éternellement quoi. C'est plus une expérience de lecture pas trop mal écrite et bien dessinée quoi. Tu vois. Et évidemment, Yanda ne va pas se prononcer concernant ce titre. Pareil que Matt. Pas très courageux, Yanda, ce soir, je trouve. C'est comme il a dit lui. Ouais, c'est tout pareil que vous. Du coup, moi et mon ego, je placerais bien ça 26e juste après Red Son. En fait, ce qui me gêne, c'est que je trouve que Red Son est très bas dans le top. Et j'aurais bien mis ce Thor avant Planète, enfin, ouais, au niveau de Planète Hulk, dans ces eaux-là, 21e. Mais ouais, 21e. Mais ça m'ennuie que ce soit après Red Son. Moi j'aurais mis ça entre 25 et 30. Parce que par exemple, vous avez été très dur avec Shazam, je trouve, qui est très cool. Mais si Matt veut mettre ça derrière Red Son, ouais, c'est. C'est mon dernier podcast en fait, je vais mourir, tout le monde va me faire plaisir. Oui, bon, ben, on va faire ça parce qu'il fera peut-être plus de podcast après, le pauvre. Il faut pas qu'il parte sur une mauvaise impression. Donc 25e 26e Allez, je te fais un petit 26 entre Superman Red Son et la saga La mort de Superman. Dernier titre de la liste de Léo Bisson, et on va atteindre le top 50 les gars. C'est Infinity de Hickman et Jim Chung. Comment dire non, voilà, c'est non. C'est juste non, c'est pas bien. Ça va pas. Hickman sur Avengers, ça va pas. Ça débouche sur Infinity, ça va pas du tout. Moi, c'est le moment où j'arrête vraiment les Avengers et où je laisse tomber Marvel parce que c'est trop compliqué, c'est trop bordélique. On a eu l'occasion d'en parler dans une vidéo ou dans un autre support. Enfin, Hickman, l'écriture est trop compliquée. C'est le seul scénariste qui est obligé de mettre des schémas dans sa propre histoire pour finir par suivre les concepts que lui-même a inventés parce que sinon on se perd. Donc il y a des schémas d'explication dans les trucs. Et là, en l'occurrence, c'est ça. Ça joue avec des concepts spatiaux, ça fait revenir des vieux personnages omnipotents parce que comme il va jouer avec des concepts cosmiques, millénaires, il faut qu'il ait des Avengers qui soient un peu plus balèzes parce que, pardon, mais un mec charismatique avec un bouclier, il peut rien faire contre des créatures millénaires qui habitent sur Mars. Non, voilà, c'est un grand non. Tu as raison quand tu disais qu'on atteint le top 50, on est dans cette zone-là du top pour moi. Et puis une fois de plus, ils ont utilisé Thanos, mais ils l'ont gâché, quoi. Faut arrêter de le faire venir tous les 4 matins pour en faire n'importe quoi. Avant, quand Thanos il apparaissait sur une couverture, mais tu te chiais dessus carrément. Là maintenant, non, c'est juste Thanos qui va se prendre une raclée assez facilement, assez rapidement. Aucun intérêt, donc non, je suis pas fan du tout d'Infinity. La conclusion, par contre, a eu des répercussions sur l'univers Marvel, mais une fois de plus, c'est comme tu le dis, c'est peut-être parce que Marvel au cinéma n'a pas le droit d'utiliser les mutants, donc ils ont trouvé une petite feinte pour contourner le problème. C'est dommage. C'est dommage, d'autant que c'est hyper beau et que c'est un peu gâché cet artiste, ce jeune Jim Chung qui sera avec nous pour le prochain épisode du Top des Comics, si je retrouve son numéro de téléphone. Mais lui on voit pas le top, il va faire la gueule, je pense. Ouais. Non, et moi j'ai trouvé ça très chiant, donc du coup, voilà, ça sera le résumé de mon avis. Enfin, si tu sors du cinéma et que tu vas lire ça, c'est dur quoi. C'est très dur, tu relis jamais de comics peut-être même. Enfin, je veux dire, si t'as adoré les Avengers au cinéma et d'un coup tu tombes là-dessus, qu'est-ce qui se passe quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Tu vois. D'abord, qui sont ces personnages? Déjà, les 3/4 des persos tu les connais pas, ou alors ils ressemblent pas du tout à ce que tu connais. Ça se passe dans un contexte que t'as jamais vu dans le film. Enfin, après,
En fait, on joue un jeu aussi, on est con parce qu'on se plaint que les comics s'adaptent au film et que pour un coup que le comics fait un truc complètement différent, on se plaint que le comics suive pas l'univers des films. Mais je pense qu'il y a un moment où il faut arrêter et là je pense qu'il aurait fallu s'arrêter. Voilà. Mais en plus, à côté de ça, c'est pas du bashing de Hickman parce que moi je suis assez client de Hickman, tu vois. Au-delà de ça, j'adore East of West par exemple. J'ai bien aimé Pax Romana à la fin et caca, mais Nightly News c'était cool. Enfin, il y a vraiment des choses à sauver chez cet auteur. Mais c'est de l'indé au final, quoi. Il y a plein d'auteurs comme ça qui sont très bons en indé, mais dès qu'ils tombent chez les Big Two, ça devient un peu la fête du slip, quoi. Bah moi je vous placerais bien ça 49 ou 50e de notre top 50. Hein. 49, moi je trouve ça très bien. Le plus dur, ça va être de trouver quelque chose de pire que Secret Wars en fait. Ça va être ça l'enjeu de la saison de ce podcast. Ça va être de trouver pire que Secret Wars. Non, mais il y a des listes d'essais après qui arrivent, hein, t'inquiète. Allez, 49e, donc entre Batman, la menace qui s'abattit sur Gotham, et Secret Wars, la méga saga Marvel de 2015, qui visiblement... Vrai, vous avez vraiment été dur avec Batman, la malédiction qui s'abattit sur Gotham, quoi. Moi j'ai trouvé ça super, et vous avez placé ça en avant-dernier, quoi. Vous êtes des monstres. Je te laisse deviner quel membre de ce top a placé Crisis on Infinite Earths 4e de notre top 50. Yanda continue à venir que pour ça, pour vérifier que Crisis ne descende pas. Voilà, c'est ça. À partir du moment où ça aura franchi le top 5, je me barre. En tout cas, merci Léo Bisson pour sa liste. J'espère qu'il n'est pas trop déçu. On l'a un petit peu mis en bas du tableau, mais bon, il en faut bien. Mais on peut nous proposer des titres de merde aussi. Il n'a pas proposé forcément que des titres qu'il aime bien. Hein. D'ailleurs, c'était une demande qu'on a fait. Hein. On a demandé aux gens de nous proposer des titres de merde. Alors, je pense qu'il y en a qui arrivent là, mais je connais que de réputation, je l'ai pas lu. C'est une liste de David Neves. Maintenant, on tombe dans le DC et sa liste. On va faire qu'un seul titre parce que Aquaman on l'a déjà fait, Shazam on l'a déjà fait. C'est Catwoman, la règle du jeu de Jude Winnick et Guillaume March. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai entendu des choses sur ce titre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est mauvais? Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est mauvais. Mais c'est voilà, c'est ça, c'est le résumé derrière le livre, c'est ouais, c'est il y a vraiment rien d'extraordinaire, rien de transcendant, c'est loin d'être à mon goût un bon titre Catwoman. J'ai trouvé nettement plus intéressant ce qui a été fait par la suite quelques temps après avec Catwoman Eternal. J'ai nettement plus adoré les travaux de Ed Brubaker sur le personnage de Catwoman. Là pour le coup le premier arc de la série New 52, en dehors des dessins de Guillaume March qui sont canons. Là pour le coup ça oui, parce que Guillaume March au dessin ça envoie quand même du lourd et notamment sur des personnages féminins il arrive à faire des trucs hyper intéressants et hyper réussis. Après ouais non quoi, je l'ai lu et je suis arrivé à la fin et j'ai même pas eu envie de continuer. Alors il y a une scène qui a fait polémique, la scène à la fin du numéro 1, si je dis pas de bêtises. La scène du Coco Nounou. Voilà, la scène de coït entre Batman et Catwoman sur les toits de Gotham City qui est littéralement explicite et qui jusqu'à présent voilà, c'était le jeu du chat et de la chauve-souris mais pas il est fort. pas exposé comme ça. Là ils ont dit allez on y va à fond, hein, c'est les New 52, il faut aguicher le lecteur donc allons-y. Ouais bon c'était pas nécessaire, c'était pas non plus inutile mais bon voilà, ça m'a vraiment laissé de marbre ce tome et la série Catwoman New 52 en règle générale. Et du coup, on va plagier un youtubeur qu'on aime bien qui s'appelle Guillaume Cassard. Catwoman, c'est vraiment une série qui vous fera dire. Et en plus, elle est pas mal. Mais une fois que t'as dit ça, t'as tout dit sur la série, quoi. C'est une série random avec une Catwoman qui est assez canon et qui fera acheter des livres aux gens qui aiment bien les héroïnes assez canon. Mais qui seront frustrés parce que finalement, c'est pas un livre de Wonder Boobs, quoi. Tu peux pas te pignoler en fait en lisant cette histoire-là. C'est juste une histoire de super-héroïne canon, random, classique. Pour ce qui est du classement, du coup, on va être bas. Hein. Sur l'échelle de Earth 2, alors, on est où? On est en dessous d'Earth 2. On est en dessous d'Earth 2, mais tranquillement.
Parce que Earth 2, c'est notre gros dilemme, puisque Phil déteste Earth 2, et Yanda trouve qu'il y a quand même des choses à sauver. Donc, Ah bah, mais surtout si on parle uniquement du tome 1, je veux dire, là, voilà. si tu parles sur la publication VF, bon, je vais pas revenir sur Merde, pour remettre merde. une tartine, mais, Merde, on l'a relancé, merde. mais voilà, en dehors de la Mais fin de coupez la son série micro. En France, à savoir la série hebdo Earth to World's End et l'event pourri Convergence, les 3 premiers tomes de Earth 2, je suis désolé, c'est pas du tout une 36e place. Mais bon, soit. Nous sommes donc largement en dessous, on est même en dessous de Supergirl. Après Harley Quinn, voilà, on est dans ces eaux-là pour moi, hein. On est dans les 40e, quoi. Donc, la question, c'est avant ou après Harley Quinn, en fait. Là, on a Supergirl New 52 39e, Harley Quinn 40e, la saga Hulk la fin 41e, et All New Wolverine avec X23 42e du top. Quand on est au stade de te demander si c'est mieux ou moins bien que Harley Quinn New 52, c'est quand même que c'est pas extraordinaire, quoi. Tu vois. Ah ouais, c'est que c'est dur, hein. Non, c'est vraiment dur, c'est vraiment dur. Disons que tu dois passer une demi-heure dans la salle d'attente de ton proctologue. Quel livre emmènes-tu? Mais ouais, non, mais c'est en dessous Harley Quinn, hein. C'est en dessous d'Harley Quinn pour moi, très clairement. Donc on est plus dans du 41. On reste là-dessus? Moi, je peux rester là-dessus, ouais. Ça me convient bien. Eh bien, c'était le seul titre et le dernier titre donc de David Neves sur sa liste DC. Et maintenant, on va faire la liste Marvel. Désolé David. Je pense que là, on va être beaucoup plus haut que DC, par contre. Enfin, peut-être pas sur ce titre, mais peut-être sur les prochains. Le premier... Non, parce que je te connais, Matt. Le teasing par rétrophile. Alors, le premier titre, c'est Astonishing X-Men par Josh Whedon et John Cassaday. C'est Whedon qui a fait avec les X-Men ce qu'il fera plus tard avec les Vengeurs, tout simplement. C'est l'aventure, il y a des petites blagues, c'est rigolo. Je suis pas spécialement fan du titre parce qu'ils ont fait revenir par magie un personnage qui était censé être mort. Et un truc qui est assez agaçant aussi, c'est ce qui sera fait donc dans les films plus tard, dans les films Marvel. Il y a toujours une petite note d'humour à des moments, mais où il n'en faudrait pas. Ça n'a aucun intérêt. Sinon, le titre en lui-même est sympatoche, comme dirait Matt. C'est pas un grand titre, mais bon, il y a Cassaday au dessin, donc forcément c'est beau. Et ça se laisse lire, on va dire. Je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, c'est une série qui souffle le chaud et le froid, dans le sens où c'est Whedon, alors ça devrait être formidable. Bon, bah, les interactions entre les personnages sont sympas, les menaces sont un peu moisies. C'est dans celui-là où on trouve une sorte de vaccin pour le gène mutant. C'est ça, c'est le premier tome, ouais. Et donc, il se pose la question. Et puis après, l'arc suivant, c'est la salle des dangers qui devient méchante et qui est incarnée dans un robot, et donc ils se battent contre la salle des dangers. Exact. Donc le niveau de menace est un peu, soyons polis, caricatural. Les interactions entre les personnages sont bien foutues. John Cassaday sortait du titre Planetary chez Wildstorm et ouais, c'est pas mal, ça le fait. Il y a plein de références à des choses. Il y a les fameuses scènes où Colossus lance Wolverine sur un ennemi. Bon, bah ça, c'est de retour. Après, voilà, c'est un peu random. Vu l'équipe qui arrivait dessus, vu les annonces qui ont été faites, vu ce qu'on attendait du titre, ça aurait dû être mieux. Après, bon, c'est pas dramatique, mais c'est pas le blockbuster et l'œuvre d'art annoncée. Ce qui m'a gêné, c'est que pendant tout le tome, les X-Men n'arrêtent pas de dire qu'il faut qu'on devienne des super-héros. En fait, Whedon a essayé de faire des X-Men des Vengeurs. Et c'est pas le but des X-Men à la base. C'est pas d'être des gentils qui viennent sauver les gens. C'est pas ça les X-Men. Mais bon, ça changeait un peu. Ouais, moi tout ça, en fait, cette série, elle me laisse un peu indifférent, en fait. Voilà, j'ai pas... chaque fois le mec il parle, il casse tout, quoi. Il y a rien qui lui plaît. C'est terrible. Non, mais en fait, ouais, vous avez résumé un peu, c'est-à-dire que c'est pas moche, c'est pas idiot, mais en même temps c'est du déjà vu. C'est-à-dire que d'un point de vue scénaristique, voilà, c'est pas super surprenant. Enfin, je sais pas, moi ça m'a pas transcendé. Et du coup, c'est un truc qu'on va retenir pour les auteurs qui ont travaillé dessus. Mais on dira, bah ils ont fait mieux ailleurs, voilà. Mais ce qui est marrant, c'est, enfin, il m'a semblé voir passer une sorte de mini hype autour de ce titre quand il est ressorti en Marvel Icons l'année d'avant, chez Panini, dans ses albums reliés un peu épais. Les gens étaient contents de revoir ça, quoi. C'est ah ouais, on va enfin pouvoir lire cette sortie. Ouais, parce que c'est Whedon et que maintenant les gens associent ça vachement à Marvel et tout, je pense. Je pense qu'il y a ce côté-là en fait qui joue et il y a aussi quand même un côté un peu fanboy basique chez pas mal de gens qui
consiste à dire ah comme ce mec là a fait ça, tout ce qu'il a fait est génial, alors que non malheureusement, même Alan Moore, moi j'adore Alan Moore mais il a fait plein de trucs de merde hein. Donc Vas-y, balance, vas-y. bah écoute, si tu lis Providence, excuse-moi mais c'est pas franchement tu vois, c'est marrant si t'aimes bien Lovecraft mais c'est quand même très très chiant. C'est quand même des délires assez particuliers. C'est aussi valable pour ce qu'il a fait chez Urban, enfin c'est paru chez Urban en France, qui était déjà dans le délire un peu Lovecraft à la fin. Neonomicon. Ouais, Neonomicon, voilà exactement, où ça part totalement en couille, c'est le cas de le dire. C'est pas parce qu'il y a 40 pages de viol que ça part forcément en couille. Hein. Je suis pas. Et là, je veux dire, à ce stade-là, tu retrouves pas franchement tu retrouves pas la plume Alan Moore, quoi. Je veux dire, tu retrouves un mec qui se tape un petit délire sur Lovecraft, un petit délire un peu salace, quoi. Alors, c'est pas forcément nul, mais je veux dire, tu peux pas encenser ça en disant, oh, c'est trop bien parce que c'est Alan Moore. Non, ok, Alan Moore, il faut que t'arrêtes, pars en vacances, arrête de faire de la magie dans ta chambre, Alan. Suffit. Où est-ce que ça nous mettrait cette saga des Astonishing X-Men dans notre fabuleux top 51 des comics? C'est pas un mauvais titre, mais on a tellement de bons titres maintenant qu'il va être forcément bas, quoi. C'est triste. Je le verrai 33ème, c'est pour dire, hein. Et pourtant j'ai bien aimé. Alors replaçons. 30ème c'est Flash New 52, 31ème c'est Green Arrow New 52, 32ème Superman Identité Secrète, 33ème pour l'instant c'est Shazam, 34ème c'est Gwenpool, 35ème la saga des Dark Avengers. Moi, je mettrais ça après Shazam parce que j'ai quand même bien aimé Shazam en fait. Donc, je ne comprends pas la position de Shazam depuis le début. Voilà, ça fait partie des gros points d'incompréhension que j'ai sur votre top. Sachez-le, messieurs. Je crois que c'est Yanda qui l'a mis là en plus. Hein. C'est Matt. Je balance. Je l'ai pas défendu. Ouais. Du coup, oui, non, moi je voudrais bien mettre ça entre Shazam et Gwenpool, même si c'est pas mauvais. Mais c'est plus ou moins équivalent au Flash New 52 pour moi, tu vois. Ça rentre dans ce genre de séries qui sont sympas mais qu'on retient pas sur la durée. Donc c'est effectivement dans ce coin-là, même si je mettrais ça après Shazam. Moi je le trouve injuste avec Gwenpool parce que j'ai bien aimé le pitch, mais je veux bien qu'on le mette 34ème entre Shazam et Gwenpool. De toute façon, à la fin du truc, le top ne contentera personne. Et on va tous publier une vidéo sur nos chaînes respectives avec le vrai top ultime des comics. Je me désolidarise. J'ai quitté les comics.fr suite au top. Je fais sécession. Allez, deuxième titre de la liste Marvel de David Neves, spécial dédicace à Matt. C'est le Spider-Man de Michelini et Todd McFarlane. Une très bonne époque pour Spider-Man. Tu étais d'accord avec moi, j'espère. Attention, c'est pas le Spider-Man de McFarlane, hein. C'est Michelini et McFarlane. Celui qui sortait dans Strange et pas dans les VI Semic, hein, pour ceux qui lisaient les comics en 89. Pour les vieux, c'est ça. Ben non, mais ça fait partie de l'histoire que j'ai avec les comics. McFarlane, c'est le premier dessinateur où je me suis dit, en tant que gamin qui lisait des comics, waouh, c'est hyper beau, ça change de d'habitude. Qui est le mec qui dessine ça? Et donc j'ai envie de collectionner les épisodes de ce mec-là. C'est le premier dessinateur que j'ai voulu suivre avec ces épisodes-là. Et je me souviens que c'était autour du Strange 250 où il y a des épisodes avec Paladin, qui est un mec disparu, et avec Silver Sable, avec une Mary Jane qui est une bombe atomique, les mecs. Une bombe atomique. Et c'est l'équivalent de Jessica Rabbit, pour vous faire un peu... Et c'était abusé d'ailleurs, elle était tout le temps en lingerie ou des trucs comme ça. C'était n'importe quoi. Bah, elle était mannequin lingerie, là. Ouais, comme par hasard. Et c'était cool. Ça a pas très très bien vieilli, par contre, en termes de narration. Mais ça fait partie de ces souvenirs d'ado, donc c'est forcément vachement mieux que si tu le revoyais aujourd'hui, quoi, si tu le découvres aujourd'hui. Voilà, on est dans un classement Madeleine de Proust. C'est difficile à placer du coup, parce que est-ce que c'est par rapport à l'émotion que ça procure qu'on le classe, ou est-ce que c'est objectivement le contenu du titre? Ouais, je suis d'accord avec Matt en fait, parce que moi c'est pareil, ça fait partie des trucs quand je lisais les Strange que je récupérais, tu sais, dans les albums reliés, les trucs comme ça, et du coup ça fait partie des premiers contacts que j'ai eu avec Spider-Man en fait. Et d'un point de vue Madeleine de Proust, je mets ça beaucoup plus haut, que j'ai relu, tu vois, quand c'est sorti en Icon chez Panini. Et où là je dis ouais, en fait, alors c'est toujours très beau parce que McFarlane, enfin voilà, même si ça a vieilli graphiquement parce que c'est le style McFarlane des années 90, mais enfin 80-90. Et mais voilà, d'un point de vue scénaristique, ça a quand même assez mal vieilli. C'est pas franchement passionnant. Enfin, tu vois, je veux dire, tu relis Peter Parker qui doit aller faire. Alors en fait, il suit sa femme hein, qui est en tournée et voilà, il doit faire des reportages comme ça pour le journal un peu partout. Enfin bref, c'est du niveau du dessin animé, quoi. Tu vois, le scénario, quoi. C'est pas très très profond. Mais ouais, c'est. Il y a quand même les premières apparitions de Venom qui étaient vraiment un danger au début.
Ouais, voilà, ouais, parce que voilà, heureusement, il y a quelques aspects. Mais en fait, le background de la série, on va dire, si tu enlèves finalement les parties où tu vois Spider-Man et les méchants, le background de la série, il est très très basique. Et voilà, c'est genre sa femme, elle est mannequin lingerie, elle est super sexy, de la mort qui tue. Et lui, il écrit des petits articles. Et puis, genre, partout où il va, Spider-Man apparaît, mais personne à aucun moment ne se doute que ça pourrait être lui. Genre, Peter Parker fait le tour tu sais, de toutes les villes d'Amérique et Spider-Man est à chaque fois dans la même ville en Amérique. C'est assez étonnant. Mais diantre, qui peut bien être Spider-Man? Enfin, ouais, tu vois, c'est vraiment ça, quoi. Je veux dire, c'est vraiment de ce niveau-là. Donc pour moi, c'est le niveau du dessin. Tu vois, le dessin animé des années 90 de Spider-Man qui est très très cool. Moi, j'adorais ce dessin animé-là quand j'étais gamin. Mais je veux dire, c'est le même niveau scénaristique. Il n'y a pas d'autres, voilà, il y a pas d'autres mots. En fait, c'est ça. Il y a plein de choses positives dans cette BD où l'invention de la mise en scène de McFarlane qui a contorsionné Spider-Man, qui a fait de sa toile quelque chose de vachement plus organique. Avant, c'était juste un filin, en fait, la toile de Spider-Man. Mais on va jamais te parler du livre et de l'histoire et de ce que ça raconte. Les qualités, elles sont pas là. Les qualités, elles sont dans ce que ça a pu apporter au fur et à mesure, mais pas dans l'histoire et le récit en tant que tel, quoi. Ce serait difficile de faire kiffer quelqu'un aujourd'hui s'il n'a pas eu de contact avec ces séries-là à l'époque, en fait. C'est ça, exactement. C'est vraiment le côté nostalgie qui joue là-dessus. Et ce qui fait que si tu as lu ça alors que tu lisais déjà Spider-Man depuis peut-être 20 ans, ça se trouve, ça t'a pas plu du tout. Et que là, il faudra demander à Phil qui lui a lu le premier numéro enfin, la première apparition d'Amazing Fantasy. Alors, ceci dit, pour de vrai, je préfère quand même l'équipe artistique qui était avant, hein. C'était De Falco et Ron Frenz. C'était beaucoup mieux, hein, que ce soit au niveau du scénario, au niveau. Peut-être pas des dessins, mais c'était. Non, je préférais l'équipe artistique qui était avant Michelini et McFarlane. Mais en fait, c'est les prémices aussi de tout ce qu'on va voir dans les années 90, puisque on en sent souvent McFarlane et tous les mecs qui sont barrés pour fonder Image, mais globalement, enfin, il y avait beaucoup qui touchaient, quand tu prends Jim Lee ou McFarlane, forcément graphiquement c'est des mecs qui touchent à mort, mais scénaristiquement, je me suis refait pas mal de séries là, des années 90, tu vois, de chez Image, scénaristiquement c'est quand même des scénarios de dessins animés, enfin voilà, c'est exactement ça, c'est une équipe de gentils, une équipe de méchants, et puis il faut un certain temps avant qu'il y ait des gros enjeux et qu'il y ait des personnages un peu plus importants. Enfin voilà, c'est l'exemple de Stormwatch par exemple où il faut attendre que Warren Ellis arrive sur Stormwatch pour que la série devienne intéressante, si bien qu'aujourd'hui Stormwatch commence au numéro combien 37, c'est ça, un truc comme ça. Et qu'en gros, ce qui s'est passé avant, personne s'en souvient parce que c'est que des persos interchangeables et voilà, ils peuvent tous être morts, personne s'en inquiète. Et c'est exactement le même problème qu'il y a en fait. C'est des mecs qui ont marqué par un style graphique et parce que c'était une sorte de renouveau et quelque chose qu'on n'avait pas encore forcément vu. Mais scénaristiquement, forcément, aujourd'hui encore plus, ça a très mal vieilli, quoi. L'autre truc de Image, c'est que c'était hyper insolent. C'est-à-dire que c'était des mecs qui vendaient 1 million d'exemplaires de leurs comics et qu'on dit à un moment, on n'a plus besoin de Marvel et DC, on va aller faire notre truc. À ce moment-là, c'était une vraie révolution. Et puis c'était fait pour nous. C'était fait pour nous à l'époque. Je me souviens. Non, pour nous, Phil. Pas pour nous. Pas pour. Toi, t'aimais Ron Friends. J'ai honte, mais j'ai aimé Youngblood par exemple. Et je me souviens quand j'ai lu le premier numéro en VO, je l'ai feuilleté, j'étais tout fou. Et quand j'y repense, mais c'est un des trucs les plus minables qui existent. Et quand j'ai lu ça, j'ai lu Youngblood, je pense que j'avais peut-être genre une douzaine d'années. Et j'ai bien, enfin peut-être à peine 12, sinon je dis 12 ans, mais peut-être moins, enfin j'en sais rien, je vais entre 10 et 12 ans quoi. C'est 96 en France. Et ouais, donc ouais, enfin le temps que je relise ça peut-être. Le temps que ça arrive en Normandie. Ouais, voilà, le temps que ça passe la frontière. 96 en France? Ah oui, non, ouais, ok, moi je l'ai lu en VO, ça devait être 91 je crois. Ouais, voilà, enfin en VF, je dois on va dire entre 8 et 12 ans, tu vois, genre une dizaine d'années. Et moi j'avais adoré ça, mais parce que j'avais une dizaine d'années, donc mes standards c'était le dessin animé de Spider-Man à la télé et les trucs comme ça. Mais aujourd'hui, si tu relis ça, effectivement, à part se dire ouais c'est marrant, tout le monde meurt et il se tire dessus, bon voilà, il y a pas, c'est pas vraiment, c'est pas Planetary, tu vois, je veux dire, il y a pas les références. C'est sûr que quand t'as 10 ans, t'as pas trop de références, donc tu peux te permettre de kiffer ça, mais c'est vrai qu'avec le temps, tu cherches plus, on va dire, à retrouver quand même un peu de profondeur dans ce que tu lis, je pense. Bah tu vois Chris, on a presque le même âge, mais moi c'est en VO. Donc où est-ce qu'on foutrait tout ça? Laissez parler votre cœur les gars, s'il vous plaît. Si je laisse parler mes souvenirs de fan, on se retrouve avec quelque chose qui est assez haut, tu vois. Moi je le verrais bien 25ème. Ouais, moi je vais essayer de pondérer. Je mettrais ça sous Animal Man, tu vois, parce que j'ai quand même bien aimé Swamp Thing Animal Man, tu vois, ce duo de série là qui était quand même très cool. Et je mettrais ça en dessous de Animal Man, parce qu'il faut faire la moyenne entre la Madeleine de Proust et l'intérêt réel de la série aujourd'hui, tu vois. Ce qui est marrant, c'est qu'on fait à chaque fois descendre un titre. Superman Red Son se retrouve de plus en plus bas,
Alors qu'on l'avait bien aimé, c'est un titre qu'on a défendu et il est déjà 25e du top. Mais il y a que du bon, il y a que du bon. Bah oui, On peut le mettre après Red Son si tu veux, ça reste dans cette partie-là. On va dire entre le 20e et le 25e, quoi. Enfin, c'est plus le 25e maintenant, il y a eu un décalage, mais enfin, dans les 20, ouais, 20-25, quoi. Dans ces eaux-là pour moi. Donc c'est meilleur que House of M. Ouais. C'est meilleur que Batwoman. Ouais. Batwoman, j'ai pas lu, mais c'est meilleur que 29e. pour moi. Ouais. C'est meilleur que Shazam alors. Bah. Ça devient tendu, hein. Écoute, je quitte ce podcast. Pour moi, il serait 20e entre Next Wave et Futur Imparfait. On est à peu près d'accord globalement. Quand on regarde la marge, On est d'accord sur la zone. On fait une moyenne, on le met 22e. On est d'accord à peu près sur la marge, mais. Moyenne 22e, il se retrouverait entre Planet Hulk 21e et Swamp Thing 23e à ce moment-là. Et il nous reste un dernier titre à voir dans la liste de David Neves. C'est un titre de 2007, c'est Thor Renaissance par Straczynski et Coppel. Aïe aïe aïe, que c'est beau. Oui, c'est beau, et il y aura une histoire en particulier qui aura bien marqué Thor, et Marvel en général, c'est quand même Thor contre Iron Man. C'était énorme, quoi. En fait, l'histoire est un peu bancale parce qu'elle s'appuie sur ce qui s'est passé dans un crossover où du coup Asgard a complètement disparu et les Asgardiens ont disparu et Thor est un peu tout seul. Et Thor va réussir à faire réapparaître Asgard et il va le faire réapparaître au milieu des États-Unis et donc il va annexer une partie, c'est le Nevada si je dis pas de bêtises, pour y installer Asgard. Et donc cette partie-là, c'est hyper marrant en fait. De dire bon bah c'est un dieu, il a jamais eu à négocier finalement avec les humains et il se retrouve face à une espèce de bureaucratie, tu t'installes pas n'importe où, tu machin. Et puis et c'est dessiné donc par Olivier Coipel qui donne un design à Thor qui va rester dans les annales et qui va rester le design un peu canonique pendant une bonne dizaine d'années si je ne dis pas de bêtises. En revanche, le début de l'histoire avec Thor en fait va chercher à faire revenir les Asgardiens et retrouver les Asgardiens qui en fait sont réincarnés dans des humains et donc il faut qu'il réactive ses potes Asgardiens pour transformer ces humains en Asgardiens. Tout ça c'est pas bien, c'est pas très intéressant. Et c'est pour ça que je te dis ce qu'il faut se souvenir surtout, c'est ça doit être le 3e ou 4e épisode je crois, numéro où il affronte Iron Man et ça a été un épisode, je trouve, marquant dans l'univers Marvel parce que on a remis Thor à sa place. C'est genre, viens pas m'embêter parce que j'ai un marteau. Et ils ont remis Iron Man à sa place, c'est-à-dire arrête de péter plus haut que ton cul. En fait, cette idée d'Asgardien réincarné et tout, c'est pas forcément une première parce que c'est un peu, enfin, c'est sous différentes formes, mais c'est un truc qui revient souvent de toute façon. Enfin, depuis le début, Thor, il y a toujours l'idée que voilà, alors c'est pas vraiment le mec qui se transforme, mais il échange un peu sa place avec, enfin voilà, où est-ce qu'il est transformé en humain et que ça lui permet, enfin bref, c'est un peu fouillis en fait, cette transformation de Thor en humain et de la même façon des Asgardiens en humain, je trouve. C'est un peu des grosses ficelles de Marvel quoi, pour relancer le truc à chaque fois. Après, effectivement, je suis d'accord que ce que ça va générer, de mémoire, ça s'appelle Siège, c'est ça la saga qui suit derrière, Ouais, et ça, ouais. où Asgard est ancré sur Terre. Ça, c'est plutôt cool. Mais ouais, pour moi, ça a une place modérée, c'est-à-dire que ça irait peut-être, je sais pas, au-dessus de la mort de Superman, au niveau de la mort de Superman, à peu près à la moitié du classement, quoi, dans ces eaux-là. je crois que Mister Yonda souhaiterait s'exprimer sur la qualité de ce titre. Non. Le spécialiste d'essai a parlé donc. Je sais même pas où est-ce que je le mettrais moi en fait. Je l'aurais mis sous House of Fame quand même peut-être. Oh non, au-dessus peut-être, au-dessus. Donc en dessous Thor God of Thunder dont on parlait tout à l'heure et que tu n'as pas fini. Mince, bah non, bah oui, mais c'est vous qui l'avez mis là-haut. Mais c'est mieux que ça. Bon allez, je le mets devant Thor God of Thunder. Moi je l'ai remis plus bas. Matt qui te dit que c'est super bien, mais qu'il l'aurait mis plus bas. Non, je te dis pas que c'est super bien. Je dis que le début est Le rigolo début est et tout mauvais. machin et qu'après on se fait chier. Je l'aurais mis 38e entre Dark Avengers et Earth 2. Ouais, c'est un peu dur quand même, hein. Je pense que... C'est ce que tout le monde me dit, oui. Non. Donc on le met 27e. Ça tirait Matt? Ah bah si la majorité a parlé, il se retrouve effectivement 27e entre Superman Red Son et Thor God of Thunder. Eh bien on a fini avec les deux listes de David Neves et on va retourner sur du DC.
C'est la liste de Batremix qu'on remercie et sa liste s'appelle La Trinité. Le premier titre c'est Batman Silence, donc on laisse tomber. Donc Batman Silence qui est deuxième de notre top aujourd'hui. Qui est quand même très très bien placé d'ailleurs. J'en profite pour commenter un peu le top puisque je n'étais pas là avant. Voilà, moi j'arrive, je découvre. Je trouve que vous avez quand même été un peu trop gentil quand je vois la place donnée à Shazam ou à je trouve que franchement, non, Silence c'est très cool, hein, mais par exemple, je préfère Killing Joke que Silence, tu vois. Donc retrouvez demain sur la chaîne Comics Raise le top de Chris et ses amis qui modulera le top en fonction de ses goûts pour faire le contre-top. Donc nous c'est le top ultime et définitif des comics, mais il y aura des vrais tops derrière qui vont venir, le vrai top ultime, le top final. Voilà. Et donc le premier titre de Batremix c'est Superman Luthor de Azzarello et Bergamo. Ou Berremo, je sais pas comment on dit. Bermejo. Ah bah j'ai tout faux. Ouais, allez, on va l'appeler Bébert. En fait, ce podcast sert avant tout à Phil à réviser ses langues étrangères. L'anglais, l'espagnol, il révise tout grâce au podcast. Incroyable. On peut pas faire du mytho ou du tota, ce serait plus simple les gars. C'est beau, hein, c'est Bermejo. Oh là là, c'est beau. Ouh. Par contre, je me souviens plus du tout de l'histoire. Ça a dû bien me marquer. En fait, on voit Superman par les yeux de Luthor. En gros, c'est ça. Et pour une fois, il n'est pas présenté comme un méchant qui veut conquérir le monde. Je suis méchant. Non, il nous donne son avis. Et tu te rends compte que Luthor en fait a des bonnes intentions. Il veut lutter contre Superman parce que pour empêcher Injustice. Voilà, ce genre de choses. Et j'ai vraiment adoré ce titre parce que pour une fois, on a un méchant qui est bien décrit, qui a des bonnes motivations et limite qui nous ferait changer de clan. Donc pour ça, Azzarello, il a fait du bon boulot comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et par contre, pour les destins, je serais moins catégorique que toi. Bermejo, c'était un peu... je sais pas... Alors c'était peut-être l'ancrage qui était un peu épais, je sais pas comment l'expliquer, mais il y avait quelque chose d'étouffant dans ces dessins. Moi, je vais botter en touche parce que je pas vraiment de souvenir de ce truc-là, ni même d'impression en fait. Je suis plus de ton avis, Phil, et voire même un petit peu plus. C'est-à-dire que déjà côté graphique, je trouve que Bermejo a fait un travail superbe comme à son habitude. C'est vraiment du Bermejo dans les planches et c'est plutôt cool. Après niveau scénario, Azzarello fait un travail de malade à présenter effectivement l'histoire et la situation vue par les yeux de Luthor. Et on est vraiment dans une position luthoresque où, alors j'irai pas jusqu'à dire qu'il a de bonnes intentions, mais il a des intentions qui sont du coup compréhensibles. Et on a une empathie qui est beaucoup plus forte, forcément, et on en vient effectivement à mieux comprendre pourquoi il agit comme ça, et on en vient presque effectivement à l'excuser et à se dire ah ouais en fait il a peut-être raison quoi. Et en ça c'est génial. Le travail qui est fait sur toute la caractérisation autour de Luthor est très bien. Il y a dans le bouquin un passage qui est la gratuité totale mais qui fait toujours plaisir, qui est la micro-scène de bagarre entre Superman et Batman qui arrive comme ça, c'est gratuit, c'est sur 2 pages mais ça fait plaisir. Mais bon, c'était pas du tout nécessaire. Par contre, voilà, on a des interactions entre Luthor et Bruce Wayne qui sont hyper intéressantes. Et tout le comportement de Luthor et la personnalité de Luthor qui est vraiment mise à jour sous un jour nouveau. C'est 2 fois jour en 5 mots, mais c'est pas mal. Mais c'est vraiment cool. C'est vraiment 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 cool pour l'aspect inédit du récit, du point de vue, et pour la réalisation, c'est vraiment cool. C'est une très très bonne histoire. Et qui en plus est une mini-série en 5 numéros si je me souviens bien. Donc qui est hyper court, qui se lit hyper vite et qui fonctionne très bien. Je le mettrai 12e juste après Un deuil dans la famille. On est dans la zone donc autour de la 10e place. Donc Earthsix 10e, Batman Un deuil dans la famille 11e, Allman Logan 12e, Batman Un long Halloween 13e. Moi, je l'aurais vu 12 ou 13e, mais peut-être pas si... Enfin, ça joue un peu, tu me diras, mais... Alors moi, je l'ai pas lu, mais du coup, ce que vous en dites me donne vachement envie de le lire, tu vois, au moins.
C'est comme quoi ce podcast ne sert pas à rien. Je repartirai avec une idée de lecture. On a beau avoir chié sur Shahjam et Hearthstone, au final, tu vas quand même lire. C'est vrai que bon, vous avez dit pas mal de mal de certains trucs que j'aime bien, mais enfin bon, voilà, il y a quand même eu un petit peu de positif à tirer de cette expérience. Un titre disponible évidemment dans le catalogue d'Urban Comics, disponible sur toutes vos Fnac, vos Amazon et vos libraires de proximité bien sûr. Voilà, nous mettrons un lien sponsorisé Amazon pour gagner 50 centimes dans la description de cette vidéo. On le met où, Yanda? Toi, tu le mets? Allez, 12ème, ça te va? Je le remonte d'un cran. Je le redescends d'un cran, plus exactement. 12ème? Bon, bah ça marche. 12ème, entre Un deuil dans la famille et Old Man Logan. Ah, je vais faire des concessions maintenant, quoi. Super. Et il nous reste un dernier titre de la trinité de Batremix. C'est un titre de 1987, c'est Wonder Woman, Dieu est mortel de Perez et Len Wayne. Aïe, 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 aïe. J'ai honte, mais je ne l'ai pas lu. Et je crois qu'Urban a sorti une édition il n'y a pas longtemps. Ouais, et le deuxième tome vient ou va sortir. Arrive là, ouais. Il arrive mois de juin. Eh bien, le jour où il arrivera à Vichy, vous me prévenez. Je le prendrai. Je croyais qu'il allait sortir bientôt, tu vois. Oh là 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 là. Faut que je déménage, les gars. Faut que je déménage. Alors, je vais me fâcher avec tout le monde. Je l'ai lu et j'ai pas bien aimé. Ça fait partie. On a eu l'occasion d'en parler plein de fois. J'ai un problème avec les titres vintage, ces titres qu'il faut lire pour ta culture comics, pour être un bon blogueur, un bon journaliste. J'ai du mal avec le côté hyper pompeux de la façon dont c'est écrit et de la façon dont c'est dialogué. Et ça, pour moi, ça supporte assez mal l'épreuve du temps. Et j'ai eu beaucoup de mal à me plonger dans cette série. Je l'ai lu parce que j'ai eu besoin de savoir ce qu'il y avait dedans pour la sortie d'un magazine consacré à Wonder Woman, que vous retrouverez chez vos libraires. Mais ce n'était pas une lecture plaisir, même si je veux bien lui accorder un caractère historique. Puisqu'en fait c'est la série Wonder Woman qui sort juste après Crisis on Infinite Earths, au milieu des années 80, en même temps que, ou plus ou moins en même temps que Superman Man of Steel et que Batman The Dark Knight Returns. Donc c'est la réécriture de la Trinité, et donc c'est la version canonique de ce personnage et hyper importante dans les années 80. Voilà, on parlait de ça pour Spider-Man de McFarlane. Est-ce que si tu l'as pas kiffé quand c'est sorti, tu peux prendre du plaisir à le découvrir 20 ou 30 ans après? En l'occurrence, avec ce titre, j'ai eu un peu de mal. Je vais attendre l'avis de Yanda parce que je pensais que c'était une œuvre intemporelle. Et t'es en train de nous dire que ça a mal vieilli? Oui, par la façon dont c'est écrit, en fait, par les dialogues et le côté un peu verbeux mais tu sais, c'est comme tous ces trucs, les bulles de pensée, les recontextualisations dans les cases, et ce genre de choses pour que ça aille plus vite. Enfin, toutes ces choses qui sont un peu... Aujourd'hui, un personnage, il met un TPV pour acheter du pain, donc forcément, on est plus du tout dans le même rythme. Mais ouais, moi j'ai eu un peu de mal, quoi. Je vais donc contrebalancer avec ton avis. Évidemment. Bien évidemment. Parce que, en tout état de cause, le Wonder Woman par George Perez est, pour moi, un des meilleurs travaux qui ait été fait sur le personnage. C'est-à-dire que sur tout ce qui a pu être fait sur le perso, c'est mon travail préféré sur le personnage. Parce que, comme tu l'as dit, ça sort en 1987, un an après la fin de Crisis on Infinite Earths. Et c'est une redéfinition complète du personnage, puisque la conclusion de Crisis on Infinite Earths s'y prêtait. À ce moment-là, personne n'a voulu bosser sur le personnage de Wonder Woman. George Perez a dit « Ok, moi je le fais, je suis chaud ». Et il a dit comme ça, il l'a dit tel quel. Je le fais pour un Greg Frit, il a dit. mais on est vraiment sur un truc qui... Perez a fait énormément de recherches par rapport à la mythologie grecque pour tous les éléments qu'il a instaurés dans ce récit. Et on a vraiment du coup ce côté mythologie grecque qui est hyper présent, mais hyper justifié, hyper bien utilisé, et qui donne vraiment du poids à toute la mythologie de Wonder Woman et au personnage de Wonder Woman. On est sur une vraie modernisation du personnage par rapport à ce qui en était fait à l'époque, tout en restant et en ramenant le personnage aux valeurs qu'elle prône et qu'elle défend lors de sa création par Marston. C'est un vrai mélange intéressant, réussi et hyper intelligent
de Perez. S'appuyer sur la mythologie grecque comme il le fait lui permet de ramener de nouvelles figures emblématiques en ennemis comme Circé, etc. On a un personnage qui devient un petit peu plus violent, qui commence à être un petit peu plus violent à proprement parler, nettement plus qu'elle ne l'était avant, mais c'est foutrement bon et c'est vraiment pour moi le meilleur travail qui a été fait sur Wonder Woman. Pour moi c'est une réussite totale parce que DC était parti dans une direction très différente de ce qu'était à la base l'essence du personnage Wonder Woman et de ce qu'elle représentait. Crisis on Infinite Earths leur a permis de remettre tout ça à zéro, et George Pérez a redéfini quelque part le personnage de la meilleure façon qui soit. On est sur un excellent Batman Year One pour le personnage de Batman, c'est vraiment ça, parce que comment t'as réussi à dropper Batman là-dedans? T'as vu, propre, hein. on renoue en fait vraiment avec les origines et les valeurs originelles du personnage créé par Marston, tout en apportant une petite modernité et un petit peu de nouveau qui vient rajouter de la consistance au personnage avec tout l'attrait par rapport à la mythologie grecque, etc. Et c'est vraiment très très bon. Après oui, ça a vieilli parce que George Pérez, 87, on est sur un titre qui a 30 ans. Mais je trouve que ce côté, pour le coup, le côté verbeux et un peu effectivement pompeux, ça va avec tout ce qui est mythologie grecque et les dieux qui parlent entre eux et tous ces peuples qui parlent entre eux par rapport aux dieux, etc. Pour moi, ça va avec, donc ça m'a pas choqué. Après, oui, c'est verbeux, oui, c'est vrai, mais je trouve que ça passe, quoi. Pour moi, ça passe et ça fonctionne très très bien. Et c'est même mieux que Wonder Woman New 52 par Brian Azzarello et Keith Chiang. C'est mieux que Greg Rucka présente Wonder Woman parce que beaucoup plus général dans son approche, et c'est très 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 bon. C'est très bon. Et ça reste beau par contre. C'est 30 ans hyper après, ça reste hyper joli. Mais on est pour moi là on est alors par affinité, je peux pas la mettre au-dessus de Batman Year One, mais on est juste après. On est 6ème pour Wonder Woman par George Pérez. Tranquille. Écoute, moi j'ai lu le premier tome du coup qui est ressorti chez Urban. Là, j'ai pas lu la deuxième partie, mais donc ça sera un avis partiel. Du coup, Yanda a largement développé son avis, donc je vais pas rentrer plus dans le je vais pas rentrer plus dans le détail, tu vois. Mais non, en fait, je pense tu vois, Matt le disait, on est un peu dans le problème de la Madeleine de Proust en l'occurrence. C'est-à-dire que si tu avais lu des comics 5 ans plus tôt, tu l'aurais lu au moment où tu as lu finalement Spider-Man par McFarlane, et donc pour toi ça serait pas daté, mais ça serait tu vois un classique indémodable, enfin tu vois, où ça te rappellerait des souvenirs, tu vois. Enfin, je pense qu'il y a un peu cette notion là, donc du coup c'est quelque chose que moi aujourd'hui en le relisant, tu peux pas enlever les qualités que ça, notamment graphiquement c'est super beau, c'est vrai. Après graphiquement c'est daté des années 80, mais ça n'empêche pas que ce soit super beau. En fait c'est les fringues qui sont datées dans ce bouquin, mais pas du tout ni la compo ni la narration, mais sauf c'est que les fringues. Les meufs qui ont des gros pulls en col roulé, ça passe pas, quoi. Mais du coup c'est aussi valable pour Spider-Man par McFarlane, où ils sont habillés comme dans les années 80-90, enfin tu vois, c'est parce que toi étant attaché à ça tu vas moins le noter, mais c'est aussi valable. En même temps dans Spider-Man ils sont pas beaucoup habillés, c'est pour ça que ça passe mieux. Non mais les sous-vêtements de Mary Jane sont typiquement des années 90, quoi, tu vois. Et non, en fait le vrai problème c'est ça, quoi, c'est de savoir si tu notes plutôt l'aspect pour toi vraiment on va dire affectif, ou si tu notes l'aspect historique. Par exemple, si on me demande de citer un arc de Wonder Woman avant celui-là, j'en connais pas. Tu vois, j'ai rien qui me vient particulièrement. Donc c'est vrai que c'est quand même un événement qui est marquant pour le personnage, parce que avant ça, t'as pas franchement de récit de Wonder Woman qui soit super marquant. Donc c'est quand même quelque chose de majeur dans l'histoire du personnage, tu vois. Ouais, pour moi, ça a peut-être pas sa place en 6ème. Je pense qu'il tape quand même un peu fort, Monsieur Yanda. Mais ça peut sûrement trouver sa place, on va dire, dans les 15 premiers du classement, quoi. C'est quand même un récit majeur. Mais vous êtes des malades, 15ème, vous êtes peut-être fous. pas 15ème, mais en tout cas dans les 15 premiers, si tu veux. Il prend peur, Chris. Non, pas 15ème. Attends, t'énerve pas, ok. On va le mettre deuxième. Pense à ce que t'as fait à Shazam, d'accord. Ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est le point de définition sur lequel tout le monde est revenu, en fait. Et qui prévaut encore
encore aujourd'hui. Hein. Et oui, c'est ça 30 ans après, Azzarello s'appuie là-dessus quand il reprend le personnage, Rebirth s'appuie là-dessus, Terre 1 s'appuie là-dessus, c'est le point essentiel, c'est la création de ce personnage. Mais on est dans notre débat, hein. Est-ce qu'on juge le plaisir de lecture ou l'importance historique du titre ? Bah là, on peut juger les deux, pour moi, c'est pareil. Tu vas te détendre. Le mec, il parle pas souvent, mais quand il parle, il est enflammé. Hein. Donc, où est-ce que vous me metteriez ça, les amis ? Bah moi, je vous ai dit 6ème. Moi, je mettrais ça entre la mort de Gwen Stacy et Earth X. Dans ce coin-là, à peu de choses près. On serait 10ème du top. Hein. À peu près, ouais. Ah ouais, c'est pas après le top 10. Ça, c'est top 10, c'est sûr. Ouais, mais ça me ferait sortir Meurtre Six, je suis pas content. Pour moi, c'est pas meilleur que Killing Joke, par exemple. Donc du coup, ça peut pas être entre la première et la 8ème position. Bah du coup, si on fait la moyenne entre vous, entre un qui le met 6ème du top et l'autre qui le met 10ème, il se retrouverait 8ème. Entre Dark Knight Returns et Killing Joke. Bah, si on est dans la moyenne mathématique, je m'incline. Mais bon. Ouais, tant que tu gagnes, t'es d'accord quoi. Bah non, je gagne pas, moi je le voulais plus haut. Donc je quitte ce podcast. 8ème, c'est bon. Eh bien, merci Batremix pour sa liste. Et on termine avec une dernière liste, donc Marvel, de monsieur... Qui est-ce qui suit encore le podcast là ? C'est juste pour savoir qu'on se fasse le truc entre nous, parce que visiblement Phil avait décroché. Non, en fait, c'est super long cette émission, parce que moi je pensais que j'allais pouvoir regarder Crime sur Energy 12, mais là du coup ça va être fini, c'est dommage. Attention, là c'est du lourd, c'est du très très lourd. Hein. C'est une liste de Searchlight Soulful, je le dirai qu'une fois, donc merci pour ta liste, c'est très gentil. Mais il faut changer de nom, monsieur. Et premier titre, 1984, Secret Wars par Jim Shooter, Mike Zeck et Bob Layton. C'est pas encore dans le classement ça ? C'est dingue, vous avez pas encore traité ce truc là. Et tu vas voir, les deux prochains, c'est pareil. Là, on a le top 3. On a le top 3, là. En gros, les super-héros Marvel sont soudainement téléportés sur Battle World, un plan inventé principalement pour vendre des jouets, par une entité qui s'appelle le Beyonder, et dont on ignore la véritable identité. D'ailleurs, on découvrira plus tard que sa véritable identité, c'est qu'il n'a pas vraiment de véritable identité, donc du coup, c'est pas un secret. Tu vois, c'est à peu près ça le pitch en fait. Et non, Phil n'a pas l'air d'accord. Non, déjà, j'avais envie de te couper quand tu disais que c'était fait pour vendre des jouets. C'est vrai, mais c'est comme à l'époque de Rome, c'est que c'était bien fait à l'époque. Alors ça, tout est relatif, je suis pas sûr que ça a vraiment bien fait. Mais en fait, c'est parce que les années 80, un truc qu'on ferait plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on crée une licence et ensuite on vend des produits dérivés. À l'époque, faut quand même savoir que les mecs créaient des jouets et après ils disaient hey, on a créé des jouets les gars, faudrait créer un dessin animé pour les vendre. Tu vois, c'était quand même un système totalement inversé qui aujourd'hui n'existerait plus parce qu'il serait pas viable du tout. Enfin bref, là on va pas rentrer dans le débat de ce fonctionnement-là qui est un peu bizarre. Donc ouais, c'était quand même à la base un événement qui a été produit en accord entre Marvel et Mattel pour vendre des jouets Marvel, parce que en échange, en face, Kenner avait la licence DC Comics et qui vendait un max de jouets DC Comics et aussi de Star Wars, et qu'en fait Mattel ils avaient seulement la licence des maîtres de l'univers et il leur manquait une licence accès comics, et donc ils ont dit à Marvel les gars, on pourrait peut-être faire un truc, et du coup Jim Shooter a dit écoutez, on va écrire une histoire, on s'en fout un peu de l'histoire mais ça va faire vendre des jouets. Et donc là, ils ont fait une enquête auprès des enfants, et dans ce qui ressortait souvent, c'est que les mots Secret et Wars provoquaient vachement de réactions chez les enfants, donc ils ont appelé ça Secret Wars. Voilà pourquoi ça s'appelle Secret Wars. Donc déjà quand tu parles de là, c'est sérieux ça J'adore l'idée quoi. C'était la grande époque de Star Wars. Donc t'imagines que ça aurait pu s'appeler Cacaponais quand même. Totalement, ça aurait pu s'appeler comme ça. Voilà, et donc du coup Mattel a récupéré les licences Marvel, et en échange Marvel a dit nous on va faire un événement en 12 numéros étalé sur un an pour vendre des comics et pour surfer sur pour faire la balance un peu avec la vente des jouets également. Donc du coup c'est pour ça que dans la BD tu vas retrouver le principe de Battle World et de tous les véhicules etc qui sont faits mine de rien pour vendre des jouets. Alors après c'est pas pour ça que c'est mal fait, mais ça a été conçu pour vendre des jouets. Faut pas oublier que dans les années 80 on sort de Star Wars qui est quand même une des plus grosses licences en matière de produits dérivés, et donc les mecs ont tous voulu suivre ce modèle là, et comme Kenner gagnait un max de thunes, forcément il n'y a pas de raison qu'on puisse pas dériver ça avec n'importe quelle licence, notamment les personnages Marvel qui est quand même une grosse licence. Voilà, et donc le pitch c'est tous les personnages Marvel se retrouvent sur une planète, enfin on sait pas vraiment si c'est une planète, Battle World, c'est une sorte de planète, et ils vont il va y avoir des conflits d'intérêts, il va y avoir un peu de bagarre entre tous ces personnages, sachant qu'à la fin, pour une fois chez Marvel, c'est le premier gros crossover Marvel qui prend comme ça en compte tous les personnages, il n'y a pas de statu quo à la fin, il y a vraiment alors même si après on revient dessus, mais il y a quand même des conséquences pour certains personnages, ce qui est moins vrai aujourd'hui je trouve.
Et du coup, c'est bien ou pas? C'est énorme. C'est un peu comme le principe de la Madeleine de Proust. C'est-à-dire que tu vois, Secret Wars profil, c'est un peu Spider-Man par McFarlane pour, pour Matt. Je pense que aujourd'hui, avec le recul, si tu lis ça, c'est quand même très très daté, très très cliché. Mais cela étant, d'un point de vue historique, c'est quand même déjà parce qu'il y a toutes les anecdotes autour de conception et de création qui moi m'éclatent parce que j'adore quand des trucs comme ça sont créés. On crée des trucs énormes. En fait, c'est pas juste parce qu'un mec a décidé de vendre des jouets et donc de gagner du pognon. Ça, je trouve ça énorme. Mais au-delà de ça, l'importance historique, c'est aussi que c'est le premier vrai gros crossover Marvel qui va, et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'en 2015 ils ont refait un Secret Wars, c'est parce que ça va servir de modèle à tous les gros crossovers Marvel quasiment. C'est-à-dire qu'en gros, les trois quarts du temps, c'est on va chercher des persos qui n'auraient pas forcément une raison de se croiser, on leur donne une grosse raison de se croiser qui est souvent un gros méchant inventé pour l'occasion, alors tu peux dériver ça à l'infini. Et ou alors en récupérer un ailleurs, voilà, qui a pas servi depuis longtemps, ça marche aussi. Et voilà, on va dériver ça éternellement, pratiquement tous les ans chez Marvel. Et à chaque fois, il va y avoir quelques petites conséquences qui vont permettre de faire un petit relaunch, un petit reboot, un truc du genre. Et voilà, ça a posé le modèle du crossover à la sauce Marvel depuis maintenant, combien 30 ans quoi, enfin 35 ans presque, c'est énorme. Donc ouais, ça a une importance capitale d'un point de vue historique. Après, d'un point de vue purement contenu, il y a quand même des choses importantes. Hein. Il y a la première apparition du costume noir de Spider-Man, des choses comme ça, voilà, qui après, elles vont avoir des répercussions dans une durée assez importante. Mais le contenu de Secret Wars en lui-même, il n'y a pas de quoi se rouler par terre, quoi. Alors moi j'ai bien accroché l'histoire, mais c'est peut-être parce que j'adore ce genre d'histoire où à chaque fois les héros se trouvent dans des situations pas possibles. Il y a un moment ils pensent qu'ils sont sortis d'affaires, il y a Galactus qui commence à bouffer la planète, il se passe toujours quelque chose, c'est vraiment du pur plaisir à lire. Et mais non, on n'empêche que je trouve que l'histoire est bien foutue et ça peut encore plaire aujourd'hui parce que c'est l'histoire de personnes, c'est koh quoi en gros. C'est des personnes perdues sur une planète et il faut survivre. Et en face, ils ont quand même Ultron, ils ont du beau monde, ils ont Fatalis qui a jamais été aussi glorieux, quoi, qui se bat contre un dieu vivant, le Beyonder. Ouais, non, c'est typiquement le genre de truc que j'ai envie de lire, moi, et ça marche parfaitement sur moi. D'ailleurs, quand tu regardes le casting des méchants, c'est assez étonnant parce qu'il y a Ultron, il y a Kang le Conquérant, etc. qui sont des persos qui en eux-mêmes sont des méga grosses menaces. Et là, ils font équipe par exemple avec le Lézard ou Docteur Octopus, qui sont quand même des menaces d'ampleur bien inférieure. Et du coup, la limite, je trouve ça. Enfin, c'est là que tu vois en fait que ça a été fait pour vendre des jouets. C'est parce qu'on s'est dit, bon, ok, il nous faut des méchants, mais en fait, des gros méchants chez Marvel, il n'y en a pas tant que ça. Donc, il fallait prendre un peu tout le monde et ils ont fait une. Autant l'équipe de héros, en plus, il y a justement des conflits d'intérêt entre les héros parce que les X-Men vont quand même bien jouer leur rôle de X-Men en étant un peu en opposition avec les autres super-héros, je trouve. Autant chez les méchants, c'est quand même un peu plus pot pourri où on a dit, bon, on va prendre tous les méchants et puis on va leur faire équipe, mais entre les démolisseurs et puis Kang le Conquérant, tu vois, tu dis qu'il y en a un, le mec il fait à peu près ce qu'il veut du temps et de l'autre côté, les mecs sont juste bons à braquer des banques. Enfin, l'équipe des méchants est un peu trop hétérogène, peut-être avec Galactus en bonus où là on gagne, on gagne le gros lot. Il manquerait que l'homme aux échasses en fait. C'est là qu'on voit que c'est quand même à visée commerciale et qu'il y a un petit peu moins de cohérence de ce côté-là. Ah, pourtant, Si c'est bien, vous de la avez. bonne lecture, hein, franchement. Oui, Yanda, t'allais prendre ma défense? Non, j'allais dire que c'est bien. Chris et Matt vont pouvoir temporiser un peu ton avis. Judas. Avant de prendre vos décisions, je vous rappelle que Crisis on Infinite Earths est très très haut dans le top et que ce serait bien de voir un peu plus de Marvel là-haut, quoi. On se calme, vous avez déjà Daredevil là-haut, là. On se calme. Mais c'est vrai que c'est un équivalent de Crisis chez Marvel, mais je trouve que ça n'a pas la profondeur de Crisis, soyons clairs. Crisis a quand même une profondeur, d'ailleurs qu'on retrouve dans tous les crossovers d'ici qu'on ne retrouve jamais chez. Enfin, je trouve que à ce niveau, je vais pas, j'ai pas de préférence Marvel d'ici, hein, je suis pas dans cette guerre-là, mais je pense que les crossovers DC Comics ont souvent une profondeur et un côté un peu intellectuel, même s'il faut pas aller chercher non plus trop. Voilà, je veux pas faire trop plaisir à Yanda non plus, il a défoncé Shazam, mais voilà, je veux dire, il y a quand même une profondeur, souvent, notamment dans tout ce qui est univers parallèle, le fait de jouer avec le temps, etc., qui est très présent chez DC Comics, qui est beaucoup moins présent chez Marvel. Marvel, le crossover Marvel de base, et à la limite, c'est ce qu'on pourrait presque trouver chez Secret Wars en 2015, c'est que là, on avait une multitude d'univers parallèles, mais qui étaient tous très mauvais, donc c'est pas de chance. Mais il y a un peu ce côté-là qui manque chez Marvel, je trouve, dans les crossovers, un côté un peu profondeur et un peu intellectuel, ou en tout cas
qui te pousse à réfléchir de manière scientifique à la probabilité que ça arrive vraiment, tu vois. Que là, dans Secret Wars, la probabilité scientifique que des super-héros soient enlevés et emmenés sur un plan sorti de nulle part par un gros méchant que personne ne connaît, elle est finalement assez simple, c'est il nous fallait une histoire, tu vois. Bah si, s'il y a un dieu qui est un dieu marchand de jouets qui a besoin de personnages, si, ça peut arriver. Voilà, oui, c'est un peu ça, quoi, tu vois. Mais alors que chez DC, je trouve qu'il y a toujours une petite profondeur un peu plus intellectuelle. La profondeur, c'est Flash, il a cassé le temps, alors du coup, il faut faire un événement pour réparer le temps que Flash, il a cassé. Tu peux te poser la question, tu te dis, et si on avait les moyens de le faire, est-ce qu'on pourrait le faire? Que chez Marvel, là, tu te demandes pas. Tu te dis, bah ouais, si on voulait vendre des jouets, on le ferait, tu vois. Il est bien ce mec, hein. Où est-ce que vous me placez ça, les gars? Moi, pour moi, sa place, c'est pareil, si on prend la portée historique, ça peut avoir. Dans le top 10, je sais pas. Non, détends-toi tout de suite. Non, je le vois pas en dessous du top 10, vous êtes fous, les gars. Et franchement, par exemple, tu vois, Old Man Logan, moi j'ai pas aimé Old Man Logan, j'ai trouvé ça assez random. Par exemple, on peut le mettre à la place de Old Man Logan, tu vois, ça, pour moi, ça a sa place à ce niveau-là. On est en train de perdre Phil là, complètement. Est-ce que quelqu'un peut lui apporter ses médicaments? Moi, je veux bien faire un effort, je veux bien le mettre 6ème. Mais Putain. là, Non, mais non, je fais des efforts, les gars. tu peux pas considérer que Secret War est meilleur que Dark Knight Returns. Non, c'est pas possible, là je suis d'accord. Déjà, on va se détendre tout de suite. Non, mais c'est Dark Knight Returns, c'est quoi? C'est Le truc. qui connaît ça encore aujourd'hui? Alors que Secret Wars, ils en font même des remakes. Bah oui. Et Secret Wars, quel enfant n'a pas sa figurine? C'est en fait ce podcast, c'est un petit peu la valse de la mauvaise foi, quoi. C'est assez extraordinaire. Bon, tu le mets où, Matt? On va faire une moyenne haute. S'il fallait de façon honnête pondérer entre plaisir de lecture et importance historique, je me retrouve en 16ème place entre Batman dans Long Halloween et Justice League New 52. 16ème, ok. Est-ce que la 10ème place, ça vous irait? Donc, vous l'avez tous mis très bas, est-ce que je peux le mettre beaucoup plus haut? Non, parce que vous vous trompez et après on va recevoir des messages d'insultes. En le proposant à la place de Old Man Logan, tu vois, je fais la moyenne finalement. Ouais, c'est ça. Bon, vous voulez le mettre 13ème, 14ème, 13ème? Donc, Old Man Logan est en 14ème, Chris voulant le mettre à la place d'Old Man Logan, Phil propose de le mettre 13ème. Est-ce qu'on a bien tous suivi ce raisonnement? Jusqu'au bout, le mec gratte, tu vois. On le met 14ème alors? Allez, 14ème entre Batman Inconnu dans la famille 12ème, Luthor 13ème, Secret War 14ème, Old Man Logan 15ème, Batman à Long Halloween 16. Et ouais, mais je suis pas d'accord. Hein. Non, mais je tiens à le dire à tous mes abonnés. Le mec se couvre. Ok, mais je suis pas d'accord. Ce qui est formidable, c'est que Phil, cette émission, c'est une idée à lui, et que à la fin, c'est lui qui va se sentir frustré et dégoûté du truc, quoi. Qu'est-ce que c'est que toutes ces merdes? De toute façon, Phil, c'est le seul qui a eu un titre qu'il était le seul à avoir lu, qu'il a adoré et qu'il a placé presque au top 10, quoi. Presque 10ème. Je fais des efforts, vous n'en faites pas. Là, je vous balance un deuxième titre. On change de décennie et là, vous faites un effort, les gars, ok? 1991, Le Gant de l'Infini, Starlin, Perez et Lim. Là, on est d'accord, ça va en haut. Cœur avec les mains. Gros cœur avec les mains. Ah, Alors oui, Le Gant de l'Infini. En plus, c'est une histoire qui, si vous suivez un peu le Marvel Cinematic Universe, c'est une histoire qui est de plus en plus canonique, dis donc. C'est marrant. L'histoire du Gant de l'Infini, c'est Thanos qui a un gant sur lequel on peut récupérer 6 gemmes qui permettent d'avoir les pouvoirs d'infinité, en fait, de pouvoir contrôler le temps, l'esprit, l'âme. Quand tu parles de gemmes, est-ce que c'est des pouces bleus comme sur... Non, c'est gemmes comme gemmes et les hologrammes, chez Glénat Comics. C'est un comics que vous avez adoré, n'est-ce pas, Chris? Tout à fait, c'était très bien, moi j'ai trouvé ça très frais. Du coup, il va chercher à conquérir ces fameuses pierres d'infinité qu'on a vues au cinéma, non? Il me semble. Hein. C'est marrant parce que cette trame ressemble un peu. Si vous êtes à jour sur les Gardiens de la Galaxie, dans la scène post-générique, on vous a teasé un personnage qui est un personnage central. du calme. Bah, je ne l'ai pas vu. Je n'ai rien dit. Et du coup, voilà, cette histoire est de plus en plus canonique. Alors ça sent bon les années 90, c'est de la bagarre dans l'espace avec plein de personnages Marvel qui vont tenter d'empêcher Thanos de récupérer un pouvoir qui ferait de lui un dieu, en fait. Parce qu'en fait, dans cette histoire, Thanos est amoureux de la mort et il cherche à récupérer le plus de pouvoir possible pour pouvoir tuer le plus de monde possible pour que la mort tombe amoureuse de lui. Du coup, voilà, c'est un truc que j'ai lu, et donc il y a le côté Madeleine de Proust. Ça a donné beaucoup de suites, de déclinaisons, et puis c'est hyper cool, quoi. Et puis t'as des bagarres pas possibles entre Drax, un Drax un peu vénère, et puis Hulk et ça se bagarre dans l'espace de façon un peu gratuite. Je trouve que ça a, en termes d'histoire
et de caractérisation un peu mieux vieilli finalement que Secret Wars. Et donc, je suis très content de trouver ce titre dans les propositions de ce top, puisque j'ai bien aimé. Ouais, moi, le Gant de l'Infini, alors déjà, c'est vrai que c'est marrant parce que c'est un truc qu'on aurait eu tendance à oublier. Enfin, dans les années 2000, je trouve que c'est quelque chose qui a été mis un peu de côté, tout le côté cosmique chez Marvel. Enfin, c'est revenu un peu plus tard après avec les Gardiens de la Galaxie notamment, mais avec toute la saga, je sais plus comment ça s'appelle. Annihilation. Ouais, voilà, il y avait un. Mais bon, ça c'était quand même le truc le plus pompeux de l'univers. Enfin, c'est pas que c'est pas bien, mais alors c'est pire que de se taper de la littérature classique anglaise en anglais, tu vois. Enfin, je veux dire, tu ressors de là-dedans, t'as la tête comme ça, quoi. Mais du coup, ouais, ça fait partie des sagas qui ont été mises un peu de côté. Puis là, grâce au cinéma, on s'est dit, en fait, on avait quand même 2-3 bonnes idées à une époque, on pourra peut-être s'en servir. Et du coup, les mecs ont été rechercher ça. Et c'est plutôt une bonne idée parce que c'est vrai que je pense que pour le coup, autant Secret Wars est le premier gros crossover Marvel, mais n'est pas franchement l'un des meilleurs, autant ça, pour le coup, ça rentre clairement dans le top 4 ou 5, je sais pas, des meilleurs crossovers de chez Marvel. Alors je pourrais pas te dire lequel c'est parce que j'ai pas fait un classement dans ma tête, tu vois, ultra carré des meilleurs crossovers Marvel, mais c'est clairement un des meilleurs crossovers Marvel dans les années 90. Et du coup, ouais, pour moi, ça a une bonne place, même si ça a vieilli évidemment, parce que voilà, on peut pas. Alors après, visuellement, que ce soit George Perez ou Ron Lim, c'est des artistes que j'aime beaucoup, mais c'est très ancré dans les années 80-90, dans le style graphique, donc tu peux pas non plus nier ça. Mais au niveau de la narration, je pense que ça a pas si mal vieilli que ça. Il y a de mémoire, il y a quelques passages qui sont un peu fouillis, un peu brouillons, surtout sur la fin où. Ouais, c'est un peu, voilà, ça sent un peu le bricolage parfois pour qu'on puisse revenir quand même déjà à cette époque-là un peu au statu quo final de chez Marvel, parce qu'il faut toujours revenir à ça chez Marvel, donc quitte à bricoler un peu, on y revient toujours. Je pense que tu te trompes, il y a un gros changement de statu quo à la fin de cette série. Pour un gros enfin oui, pour le personnage principal si on peut dire, mais ça décline, ça crée de nouvelles séries, ça mais... modifie un peu l'échelle de puissance de certains personnages. Ouais, mais comme ils vont servir que dans des sagas qui en découlent, est-ce que ça joue vraiment sur l'ensemble de l'univers Marvel, tu vois? En fait, ça va rester ancré dans ce que Jim Starlin va écrire chez Marvel et ce qu'il écrit encore aujourd'hui. Ce qui aujourd'hui est complètement. Le mec est complètement allumé. Je pense qu'il faut qu'il monte sa secte, en fait, Jim Starlin. Je pense que c'est un petit peu le Raël de chez Marvel, Jim Starlin, tu vois. Mais je crois que c'est sa seule porte de sortie aujourd'hui. Mais ouais. Je sais pas. En fait, comme c'est très ancré dans l'univers cosmique de Marvel, qui reste quand même très souvent à part, sauf pour les gros événements du genre. C'est-à-dire que quand t'as un gros événement du genre, on va aller te chercher tous les persos, ils vont participer à l'événement cosmique. Mais le reste du temps, l'univers cosmique de Marvel, c'est un petit peu le Deus ex machina des crossovers, l'univers cosmique de Marvel, quoi. C'est-à-dire que c'est lui qui amène les problèmes et c'est lui qui les résout, mais le reste du temps, on n'en parle pas, tu vois. Enfin, il y a un peu ce truc-là. Donc, du coup, ouais, enfin, bon, bref, ça après, c'est un point de détail de l'histoire. Super référence, bravo. Je suis désolé, je sais pas, ça m'est venu comme ça. Enfin bon, bref, voilà. Ça a quand même une bonne place. Après, où est-ce que je mettrais ça? Pour moi, c'est quand même moins profond que Crisis. Je vais faire plaisir à Yanda. Mais par exemple, c'est plus marquant que Wonder Woman par George Perez, si on veut le placer assez haut dans le classement. Donc ça serait par exemple derrière The Dark Knight Returns, parce que je préfère quand même The Dark Knight Returns. C'est mieux que Kingdom Come donc. Ah non, c'est moins bien que Kingdom Come. Après, Kingdom Come se lit quand t'as déjà des références peut-être un peu plus et que tu connais le contexte, alors que ça par exemple pour le lire t'as pas besoin de contexte. Enfin, tu peux être un jeune lecteur et tomber là-dessus, t'arriveras à peu près à jongler avec, enfin je pense. Parce que ça a été écrit à une époque où tu pouvais encore jongler sans avoir forcément tout le background énorme. Oui, tu pouvais rentrer dans une série ouais, voilà. un peu plus facilement. T'as pas besoin d'avoir un gros background pour le lire, ça, tu vois, c'est justement. À la limite, c'est une porte d'entrée. Surtout, dès qu'un personnage rentrait sur une page, t'avais quelqu'un qui disait « Oh mon dieu, mais c'est Hulk, le Dr Banner qui se transforme en monstre vert quand il s'énerve !» C'est ça, exactement. Donc c'était un peu plus facile de rentrer dans une série. C'est exactement ça, ouais. Je le mettrais plus bas, je le mettrais 12ème entre Earth 6 et Batman, un deuil dans la famille. Je suis désolé, Philou. Hein. Oui, je vais essayer de vous convaincre parce que c'est quand même épique. Pendant que tu parles, je note quand même le truc 12ème place du top parce que ça bougera pas. Vous êtes tous les deux d'accord pour 12ème? J'ai l'impression qu'il y a une sorte de ce qu'on appellera un consensus. Et pourtant, c'est très bon. En gros, c'est Crisis, mais en cool, tout simplement. C'est Crisis. Crisis, c'est pour les bobos. Et le Gant de l'Infini, c'est pour les vrais, tu vois. Ouais, c'est pour les punks. En fait, je dirais que c'est vrai, c'est Crisis, mais pour un public plus con.
le Crisis Bud Spencer. Disons que c'est Crisis pour un public qui a effectivement moins. Non, mais on en parlait du background, et c'est ça en fait. C'est Crisis, faut quand même avoir le background un peu DC Comics, la façon dont il joue avec les univers depuis le début, avec les univers parallèles. Enfin, je veux dire, Flash, Barry Allen, c'est dès le début jouer avec les univers parallèles, à peu de choses près, quoi. Que chez Marvel, c'est quelque chose qui est moins ancré, et du coup, il y a moins de prise de tête, il y a moins de tout ça. Donc, effectivement, c'est Crisis version abordable pour un lecteur néophyte, on va dire. Bon, on va le mettre en 12e. Il est pas bien là. Je crois que Phil fait un petit peu de tachycardie. Je suis en train d'essayer de trouver des arguments, mais là, rien ne fait. Vous êtes. Phil, il est en train de chercher des arguments pour annuler les prochains enregistrements de cette émission. Il va faire un putsch, il va placer directement ce titre en première place et quitter la conversation. Mais vous êtes dur quand même, vous êtes dur. Bon, il me reste un 3e titre pour me refaire là, les gars. Tapis vert. On change de décennie. On est en 2006, c'est Civil War de Mark Millar et Steve McNiven. Là, on est d'accord, c'est du lourd. Il l'annonce, tu sais, pour essayer de te convaincre. On est un petit peu qu'il essaye de nous vendre un aspirateur au rayon des supermarchés, tu vois. On sent la suggestion. Bon, Civil War, l'histoire, le pitch, pour ceux qui n'ont pas la couleur, c'est qu'une équipe assez secondaire de super-héros de l'univers Marvel faisait des interventions, un peu de voisinage et tout machin, et a eu la bonne idée de se faire connaître en faisant ces interventions dans une émission de télé-réalité. Et leur raid sur ce qu'on appellera la maison de méchants tourne mal, puisque un des méchants se fait sauter dans un quartier résidentiel. Ça passe en direct à la télé, ou presque. Il y a des morts, il y a des blessés, tout ça. Et donc le gouvernement décide qu'il y en a assez des super-héros qui font les malins dans leur coin, et que donc maintenant il va falloir référencer ces super-héros, leur donner une formation et en faire des fonctionnaires d'État, quoi, des serviteurs de la justice, mais fonctionnaires. Et donc deux camps vont se former, ceux qui sont d'accord pour tomber le masque et pour devenir des fonctionnaires d'État, et ceux qui ne sont pas d'accord et qui pensent qu'il faut garder son anonymat et sa liberté. Et donc voilà, deux camps vont se former, et les deux camps vont se bagarrer. Alors déjà, moi je tiens à dire que je me suis déjà fait sauter dans un quartier résidentiel et que personne n'en a parlé à la télévision. Enfin bon, c'est totalement secondaire. Bref. Ouais, alors le pitch de Civil War et l'idée de base est largement meilleure, par exemple, que Infinity Gauntlet, dans le sens où ça c'est plus actuel, et que je pense que si tu as les bases de l'univers Marvel, par exemple avec le cinéma aujourd'hui, tu vas plus kiffer lire Civil War que de lire Infinity Gauntlet. Ce qui sera peut-être moins vrai une fois que tous les films Marvel seront sortis, où tu retrouveras des trucs, tu vois, que tu as vu au cinéma, mais pour l'instant. Du coup, l'opposition entre ces deux camps-là, elle est quand même très intéressante, parce qu'elle renvoie en plus à plein de questions plus sociales et plus réelles, en fait, qu'on peut voir à travers. Donc du coup, il y a un vrai intérêt dans Civil War. Après, je vais te dire franchement que moi, à cette époque-là, je lisais beaucoup moins de comics, parce que j'avais moins le temps, j'étais étudiant, machin, tout ça, et j'étais pas forcément dans le... J'étais étudiant, j'avais moins de temps. Le paradoxe, quand même, assez étonnant, mais... Donc du coup, ouais, je lisais moins de comics à l'époque, et Civil War fait partie des gros crossovers qui m'ont un peu dégoûté à une époque, parce que à l'époque, il y avait beaucoup de kiosques encore, la librairie n'avait pas autant explosé qu'aujourd'hui, enfin je trouve. Et donc ça voulait dire que si vous voulez lire tout le crossover, t'avais pas d'édition compilée, tu vois, où t'avais les gros... comme t'as eu après d'ailleurs Civil War, où t'as 7 ou 8 volumes, alors qu'en fait avec 1 ou 2 volumes t'as déjà l'histoire complète, mais bon, bref, peu importe. Et du coup fallait suivre un peu toutes les séries entre les Marvel Heroes hors série et machin chez Panini, où t'avais 30 000 hors série dans tous les sens. Et ça me dégoûtait un peu, et du coup à l'époque je suis complètement passé à côté de Civil War. Je lisais entre les gros crossovers, et au moment des gros crossovers j'ai arrêté de lire parce que ça me saoulait en fait. C'était un peu ça. Et je l'ai relu finalement qu'il y a très peu de temps, parce qu'un gars que j'ai croisé, tu veux une petite anecdote spéciale pour ce podcast, un jour à Saint-Lazare je vais acheter des comics en attendant mon train, et le gars me dit hey, il faut lire Civil War, c'est très bien. Et moi je lui dis bah ouais, je l'ai pas encore lu, mais c'est vrai que c'est parti. Et en fait le gars connaissait Comics Rise, et voilà, et c'était marrant d'être reconnu comme ça par le vendeur de journaux de Saint-Lazare. Voilà, c'était l'anecdote. Donc j'ai lu Civil War à cause du vendeur de journaux de Saint-Lazare. S'il se reconnaît, et bien écoute, il pourra voilà, si tu te reconnais, toi, le vendeur de journaux de Saint-Lazare, mets un pouce bleu sous cette vidéo. Donc voilà, et suite à ça, j'ai lu Civil War. Et ouais, c'est vrai que je me suis dit, bah ouais, en fait, j'aurais su, je l'aurais lu, parce que c'était peut-être le dernier vrai bon crossover chez Marvel. Donc pour moi, ça a une assez bonne place dans le classement, mais je ne sais pas te dire laquelle. Mais pour moi, par exemple, c'est plus intéressant que la mort de Gwen Stacy. Mais c'est moins marquant que Killing Joke.
Donc tu le mettrais 10ème du top, Voilà, puisque Killing Joke est 9ème et Gwen Stacy 10ème. tout à fait. Moi j'aime bien Mark Millar et je trouve que Steve McNiven s'est assez craqué sur ce titre, donc c'est assez beau. Je trouve que les thèmes abordés sont assez intéressants. Je trouve que le fait de contenir cette histoire en 7 volumes fait que c'est suffisant. Il y a beaucoup de tie-in si on a envie d'avoir beaucoup plus d'infos sur ce crossover. Et il y a plein de moments hyper intéressant parce que Millar en fait pousse la caractérisation de plein de personnages à fond de façon extrêmement bourrine. Typiquement on a un Punisher dans cette histoire qui est juste fantastique, puisque quand les héros vont décider d'élargir leur camp et de faire des alliances avec les méchants, il y a le Punisher qui est dans un camp, il y a un super méchant qui rentre dans la salle parce qu'il a été admis dans ce camp, et donc le Punisher le flingue direct, balle dans la tête, parce que c'est un méchant, et donc c'est comme ça, je comprends pas les gars, qu'est-ce qui se passe, c'est mon job. Et voilà, il y a ces petits effets de caractérisation que j'ai trouvé rigolo et intéressant. J'aime beaucoup ce titre, si jamais ce n'était pas clair. J'ai un peu de mal avec la surexploitation qui en a été faite au travers des 15 millions de rééditions en Marvel Deluxe qui servent pas à grand chose. Et pour moi, ouais, il aurait une place lui aussi assez haute dans le top. Et je trouve pas ça déconnant, par exemple, de le mettre 10ème place entre Killing Joke et la mort de Gwen Stacy. Tu veux dire que tu es d'accord avec Chris? Pour être d'accord avec Chris, une fois de plus. Non, je pense que rentrer dans le top 10, c'est bien mérité, parce que même les tie-ins sont intéressants. Là, Phil essaye de prendre un air. Non, je suis assez d'accord avec vous, alors qu'en fait, il jubile intérieurement qu'on a enfin placé un truc dans le top 10. Là, le mec est tellement content, mais il essaye de se dire non, je suis d'accord. Comment ça s'appelle la série parallèle avec ce journaliste connu, avec Ben Ulrich? C'est Frontline, c'est ça? C'est un truc comme ça? Non, ça c'est l'antipuce. Je crois que je mets à mon chat. Il y a une série parallèle qui est sortie, ça doit être le 4ème Marvel Deluxe, et pour le coup qui est hyper cool, et c'est les événements vus par les humains en fait, vus par ce journaliste. Et ça pareil, ça fait partie des bonnes séries qui ont été développées autour de Civil War. On le met 10ème? On prend des nouvelles de Yanda juste pour vérifier. Mister Yanda, ça va? Toujours là, tout va bien. Ah, très bien. Et ça, tu l'as pas lu, Yanda? Non. Le mec ne lit vraiment que du DC Comics en fait. C'était pas une légende urbaine, il l'a jamais lu de Marvel. Rien du tout. Mais même avec des gants Mappa, tu passes pas de Marvel quoi. Si, j'ai lu des Marvel, c'est des vieux trucs que j'ai lus. Ça c'est trop récent pour moi. Est-ce que tu as lu Thanos? Est-ce que tu es d'accord pour qu'on le remonte? Non, j'ai pas lu Thanos. Yanda, c'est quoi la dernière lecture Marvel qui t'est marquée? Strange numéro 22. C'était il y a longtemps. Et c'était nul. La dernière lecture Marvel qui m'a marqué, ça doit être c'est la saga du clone Spider-Man. Ah oui, donc en mal en plus. C'est ça, c'est pas de bol. C'est pour ça que t'as arrêté en fait. Ah non. Oh, non, c'est Moi énorme. j'en garde un super bon souvenir, la saga du Ah oui, clone. oui. Ah, là, je le défendrai, là, les gars. Heureusement que c'était pas dans le classement aujourd'hui, hein, parce qu'on aurait encore pu. Ça aurait évalué Shazam. Ça, On encore, aurait voilà. discuté longtemps là. Bon, est-ce qu'on en est dans les listes, mon petit filou? Ah bah, c'était la dernière, c'est fini. Souhaitez-vous que nous fassions un récapitulatif du top dans l'état dans lequel nous allons le laisser à la conclusion de cet épisode? Les 10 premiers, les 10 derniers, parce que il commence à être gros, le top. Alors, il y a 59 titres aujourd'hui dans le top. Ça veut dire qu'on n'en a pas rajouté beaucoup, on n'en a remis que 14. Les 10 premiers, numéro 1, The Ultimates, numéro 2, Batman Silence, numéro 3, Daredevil Born Again, numéro 4, Crisis on Infinite Earths, numéro 5, Batman Année 1, numéro 6, Kingdom Come, numéro 7, Batman The Dark Knight Returns. Jusqu'à présent, pas de modification. Entrée dans le top, à la 8ème place, Wonder Woman, Dieu est mortel, de Georges Pérez. Numéro 9, Batman Killing Joke, numéro 10, Civil War. Et si on prend la fin du classement, puisque j'ai plus le droit de dire que de comètes, ça fait rigoler tout le monde. À la 48e position, on a Harley Quinn New 52, 49e Catwoman New 52, 50e le récit Hulk la fin, 51e All New Wolverine avec Donkey X23, 52e Original Sin, 53e Captain Britain la fin du monde, 54e la saga du mariage de Deadpool, 55e la saga du mariage de North Star, 56e la saga du mariage de Tornade avec la Panthère Noire, 57e Batman la malédiction qui s'abattit sur Gotham. C'est bon, je l'ai bien dit cette fois? Qui s'abatta sur Gotham. Qui s'abatationna. Donc 50e Batman la malédiction, Gotham, tout ça. 58 le crossover Infinity. Et 59e position, toujours bon dernier, le crossover Secret Wars de Marvel en 2015.
et son Battle World fantastique. Il va nous rester à remercier notre guest éphémère de ce soir, Monsieur Chris de Comics Raise. Salut. Hein. J'ai envie de te dire salut. Merci, hein, c'était bien sympa de m'avoir invité. Où est-ce qu'on trouve toute votre actualité, Monsieur Chris de Comics Raise? Eh bien écoute, pour les gens qui aiment Shazam et les comics ça, eh bien tu peux me retrouver sur une chaîne YouTube qui s'appelle Comics Raise, hein, voilà, sur laquelle je publie éventuellement des vidéos. Et alors j'en profite pour le dire là maintenant tout de suite, parce que je sais pas quand est-ce que ça va être diffusé, mais à partir de la mi-juin, je balance un nouveau format sur la chaîne, qui sera un format hebdomadaire. Autant dire que je me lance un défi personnel assez soutenu, parce que je vais jamais y arriver. Mais voilà, et donc toutes les semaines, il y aura un nouveau format qui s'appellera Comics Cult, où je reviendrai justement à chaque fois sur un comics culte et indispensable à lire. Et donc il y en a certains qui sont déjà dans ce top d'ailleurs, voilà. Mister Yanda, on va vous retrouver au lit dans quelques minutes, j'imagine, vu votre état de forme, mais surtout on vous retrouve sur la chaîne Mister Yanda. Oui, exact. Et Monsieur Rétrophile, sur la chaîne, d'ailleurs, sur la chaîne de Rétrophile, il y a cette vidéo extraordinaire sur Secret Wars qu'il faut absolument aller voir. Le vrai Secret Wars, celui des années 80. Du coup, prochain épisode, prochain guest, on va virer Chris et trouver quelqu'un pour le remplacer très très avantageusement. N'oubliez pas de continuer à nous envoyer vos listes. Pour nous envoyer vos listes, vous cherchez sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, vous cherchez Rétrophile. Vous lui proposez 3 titres exclusivement Marvel ou DC. Vous donnez un nom rigolo à votre liste. Et si vous avez retenu son intention, on débattra avec les prochains porteurs de mauvaise foi lors du prochain épisode de ce top des comics qui n'a pas de nom, afin d'établir le top ultime et définitif des comics. Un top qui pour l'instant ne convainc pas les membres qui ont composé ce top. C'est vous dire si c'est réussi. Et n'hésitez pas à proposer Shazam, hein, pour que ça soit rediscuté à l'avenir. Voilà. Sur ce bisou, merci de nous avoir suivis. On est tous sur lescomics.fr si vous avez besoin de nous retrouver là-bas. Et on se retrouve pour une prochaine session de ce top des comics qui n'a pas de nom. A plus. Salut.